panelist is Professor Achille. Okay, he's asking, please check your messages, but let's get started. All right. Yeah. Okay. So while we are sorting that out, so thank you everybody for joining. Welcome to this second series of Talking to the Diaspora. I'm just going to hand over, I'll be straight to the point. I'll hand over to Are, who will open this up for us and take it away. Yeah. Thank you, Judith. Thank you, Nigella, Rebecca, Chris, Herman, Michael behind the scenes. And I want to thank everyone for joining us again. Due to popular demand, we're having some of the speakers from last week come back because there's never enough time, and there's never enough time, especially when you're covering a subject that is incredibly important. At Project C, we just want to create the opportunity for the diaspora to come together and figure out ways in which we could help bring the kind of prosperity to Cameroon that we all dream of. Whilst we're hosting this from the diaspora, what we have in heart, at the core of what we're trying to accomplish, is about you, the Cameroonian people. It's about the destiny of 30 million Cameroonians. And the conversation that we're going to have today is just part of the many things that need to be done, that need to come together for us to accomplish the goals that we have for our country, Cameroon. For anyone who is joining for the first time, who is new, please visit the Project C website, projectcameroon.com, and you can learn more about the organization there. We also have WhatsApp forums that you can join in the course of this show that will be shared all through the day, so we can connect with you and you can also help us grow as a movement. I'm going to turn this to the promoter of this movement, Eric, who is just going to give us a sense of progress that's been made in the context of what happened in Cameroon this week. And I'll turn this over to Mr. Eric Chinje. Hi. I called you Mr. Eric Chinje. I know, and you also gave me a title, which I think the promoter of this event. No, I'm not. I mean, we're all working together to get this going, but thank you so much. Greetings, everyone. Really happy to see everybody here. I don't want to spend time on welcoming each one of us, but we all know my neighbor even is here, Chris. Thank you all for coming. I'm going to just very quickly, not do what I'm used to doing, which is kind of updating people on where we are with regard to the, I don't know what we call it, the resistance movement, maybe. I do what Mimi would have done, which is kind of give you a sense of what's going on the ground in Cameroon. Mimi's, some of the journalists who are supposed to contribute to this, some are not well for a whole variety of reasons. Couldn't put it together this week, so I'll just quickly go over what I think marked the week. Most important, interesting, was this medicalized plane that arrived in Yaoundé on the night, a few nights ago, and then left Yaoundé for South Africa. And believe me, we've had a hard time trying to identify who was on that plane when it left Yaoundé, because at one point everybody suspected it might be the head of state himself, Mr. Biya. No, it wasn't him. And then the presidency said it was the president of the National Assembly. It turned out not to be true. The president of the National Assembly very quickly came out and said, no, I'm in my little village of Mada, so obviously not in a plane going to South Africa. And then, there's been all kinds of suspicions that it might be the first lady,
maybe, but those in Cameroon who can confirm who actually left on that plane, it'd be nice to let the rest of us know. But somebody, important enough to have a medicalized plane leave Zurich to Yaoundé and Yaoundé to Johannesburg. Somebody high up in the system was on it, and I think the rest of the country ought to know, because these are the kinds of things. Because if it turns out to be the head of state, then we should know why it's what's happening to Mr. Biya, and why is there such a mystery around the president? These are the kinds of things that Cameroonians should be concerned about, especially in these uncertain times. There's also the summit meeting of Central African states in Brazzaville. And again, Mr. Biya was not there, which again should raise questions. That's, neither here nor there, but it's important that we figure out. Now, the important, going into this, a memo was issued, a report, if you like, was issued after that summit, which leaves us still wondering if there's going to be a devaluation or not. I mean, they obviously said there's not going to be a devaluation of the CFA franc. And this is news that should be of interest to all of us, because if there's the devaluation of the CFA franc, it's going to happen in Central Africa and not in West Africa. So you can think of a situation where you take your CFA franc from Yaoundé and go to Cote d'Ivoire, and you have to have an exchange rate that is not favorable to the CFA franc of Central Africa. And there's some underlying reasons, which maybe in a week or so we can bring some financial experts to elucidate and explain to the rest of us as much as possible, because these underlying reasons are very important. If a country, is on the brink of economic and financial collapse, we ought to know and prepare ourselves for it. And this is all feeding into why we have to continue fighting for change in Cameroon. And I say this, in the hope that we can really pay attention to the meaningful things that are happening in that country at this time. So the Central African Summit was held, and that major decision was made with, apparently, a devaluation of the franc. But once a country starts mentioning that, and who was there? The IMF was very seriously represented at that summit. And of course, this is coming side by side a decision by the Cameroon government to reach out to the capital markets of hundreds of billions of francs. Now, this is important to know. If the current regime will leave office one day, whoever takes over, and of course we're hoping that it will be the choice of the people, Mr. Issa Tchiroma, I think, if he's going to take over, or anybody else for that matter, they would have a serious problem of debt management. And away from that, the youth of Cameroon should be seriously concerned about this. Billions of francs being, the country reaching out for billions of francs in increased debt, when we know that hundreds of millions of CFA francs were used for an election election gadgets that could have been made in Cameroon and helped in fueling the economy. And talking about the economy, you might have seen the letter from GECAM, the business council in Cameroon, and the leader Celestin Tawamba, which literally puts the country on notice that the economy isn't working. We may have to put the letter out on our website, if Array and the leadership of Project C might decide to do that. Let me quickly go through the rest. Other issues that I noticed in the news in Cameroon this week. We have you remember the Ngabu massacre in Ndu subdivision. 4 soldiers were finally
found guilty of that. So the government has finally, officially taken responsibility for a massacre in the country. And I say that alongside a letter that came out this week from Christian Nga of the Guardian, Post, a letter to Anglophone separatists or the Amazonians, inviting them to rethink everything, so that we can move that part of the country back into a process of peace and reconstruction. Another major item, I think, is the announcement of the Pope's visit to Cameroon I don't know how important that is, but I think it's news that we ought to think about too. And it's going to be he'll be visiting Douala, Yaoundé, and Bamenda. Finally, a lot of debate this week about whether or not to go in for elections, the parliamentary elections. Every Cameroonian should think about it. Why? Because it touches on the very core of the change we want. If we're going to have change in that country, does that change allow us to go into a set of elections when the previous election, the most important in this decade maybe in the country, has not been fully resolved? Should we move on to another election? This is the question, and we should look at this question with cold, thoughtful, and hopefully made, conscious, intentional concern for the future of the country. That's about it. There's some few elements here. We had an increase in coffee production for the first time in decades. That's important news. And the price of coffee, especially Arabica and Robusta, have increased, which is good for our farmers. And finally, the Indomitable Lions moved up in global rankings from number 57 to number 45. So good news on which to end this. And thank you, and hand it back to you, Ari. Thanks, Eric, for that roundup. It gives me a sense of everything that happened this week. Some intriguing, some that forces us to think, and some that you ask yourself why is this happening? But thank you, and I think I hope that some of this information is taken into the context of the conversations that we're going to be having here today. I will turn this back to the coordinator of the next segment, and I'll turn this back to Judith, and Judith is going to go ahead and introduce the moderators for the next segment, and ask everybody to enjoy it and participate actively. Let's hear your questions in the chat box and everything, because whilst we're here and we have the panelists, we also want you to be part of the conversation. So please join in. Thank you. Judith. Thank you. Thanks, Ari, and thanks, Eric, for the introduction and the news. Thanks, Eric, for those details. So we'll just go quickly into the run of the show. So this is how we are going to do it today. We are going to have a recap of what happened last weekend. Nigella will give that to us quickly, of the conversations we had and the points that were raised last weekend. I'll come back and do an introduction of the panelists, a very short, brief introduction, because these are people who are coming back, but some people were not on the call last week, so they will need to know who is on, but it will be very, very brief. Rebecca, I see you've gone off screen, but I just wanted to confirm that we have our guest for 10:30 ready. So we will be introducing a guest at 10:30 to join us, after which we will then give the floor to Eric to respond to the guest. We would immediately, Eric responds to our guest speaker, then we will have, we will go into the
debate proper, into the discussions. At the end of the discussions, we will have a roundup. We will have a financial report from Array, and then we will have closing remarks from Eric. But right now, we will go into a recap of last week, and I'll hand over to Nigella. Thank you, Judith. Thank you, Array. Thank you, Eric. Thank you to all the organizers of this session. I'm really excited to follow up on the heels of a fantastic week last week. And we are so grateful to have two of our 5 panelists who were here last week to follow up on an excellent conversation on the diaspora participation. And I want to start, first of all, Judith, I'm going to take maybe 5 to 6 minutes to be able to do this properly. And Herman is going to translate it to French. I'll keep it at 5, Ju, because it's really important that people understand what was discussed last week. So first of all, I want to say I am Diaspora for Cameroon. And I hope everybody can type that in the chat. I am Diaspora for Cameroon. Why do we say that? On the heels of these 5 panelists, and I'll just list their names here: Professor Achille Mbembe, Amel, Mr. Ben Galim, Mr. Ben Mudo, and Dr. Chris Fomunyoh, who is here with us. They defined in a very succinct way what the diaspora really means. For every nation that has risen from crisis, they did so because of the people. They did so because of good leadership, but they also did so because of the sons and daughters who refused to stay silent. Today, we are on that crossroads, and we have to define ourselves as Diaspora for Cameroon. So in a short statement that was made, I have summarized everything that was discussed last week. What does Diaspora for Cameroon really stand for? In our diversity, we intensify our efforts. We aggregate. We socio-politically, we organize, we reconstruct, and we advocate for Cameroon. If you guys are listening properly, that's what defines diaspora. All of the letters of that statement. In our diversity, we intensify all of our efforts, which we will be discussing today. We aggregate together, whether we are Ambazonia or whether we are Cameroon, we're Southern, we're Northern. We aggregate, we get rid of those divisive aspects of us. Socio-politically, we learn the politics of Cameroon. We socialize together. We organize, we reconstruct, and we advocate. So I'm just going to read in a nutshell the 3 key areas that were captured by all 5 panelists. Governance and institutional reform was one of them. Eric has given us a summary of what is happening in Cameroon, and I am not convinced that that's what we need. So whether it's biologically, sociopolitically, by any means, we part from this current regime and move forward. In doing so, we need to plan transitionally how we do that. It was mentioned, reform of constitutional structures, decentralization, inclusivity, democratic participation to be strengthened. It was also mentioned governance challenges, particularly around bilingual inclusion, fragmentism across the Cameroonian population, particularly around the Anglophone crisis. Free all political prisoners. In doing so, we have to develop constitutional reforms, deep electoral reforms for free and fair elections,
a follow-up of the groundwork that was done by Ndoki and Enonchong and the 900 and so participants in Cameroon who got the data for us to show that we have an illegitimate government in place. While we're doing that, there's some people who are great in governance, but others can identify areas for infrastructure, reconstruction, get an agenda for economic modernization. It was mentioned, health, education, economic systems, arts and culture. How do we make sure we implement all of those things in our country? The second aspect was really social cohesion and community engagement. We are the diaspora for Cameroon. How do we develop platforms for youth political education? That was highlighted by Ben Garland. There is this one aspect that I want to highlight that really caught my attention. Ben Mudo mentioned about fireworks and using all kinds of different resistance measures to get the government down. But there is one firework that we can all develop, which is numbers. My sister Rebecca Enonchong mentioned this defeatist nature, how we are losing the war to psychological warfare from this government. How can we win that war? Is it with guns? Is it with battles? Is it? Maybe not. Maybe it's with numbers. We are going to create a database. This was insisted by our panelists, a database. Let me inform you all. If that database has a list of 100 diasporan members, it's a target. Why do I call it a target? Because people will start being side listed. If that database, and that database is not only going to have names, but what we can contribute. If that database has 1,000 diasporans, it starts becoming from a target to a shield. If that database has 10,000 diasporans, it starts moving from a shield to a missile. And I'm speaking metaphorically. If that database moves from 10,000 to 1 million, we win that warfare. If that database moves from 1 million to 4 million, we are unbeatable. Because we have the expertise, we have the organizing, we have the finances, we have the reconstruction to achieve what we want to achieve. Psychological warfare. When you write your name on that database, you will go out and your family members will say, you are putting yourself at risk. They will tell you, you cannot go to Cameroon, you cannot, they will tell you all those things. It is true if it's 100 people on that list. But if it's 1 million people on that list, I want to say I am #1 on that list. Because that's how I win that psychological warfare. I am #1 million on that list. The question would be, why are you not on that list? We also talked about disenfranchising lobbying actions. We talked about advocating and building partnerships with international and civil society organizations. In economic and reconstruction planning, we talked about institutional strengthening, in organizing our skills database for diaspora professionals. And Project C was given that action in the next phase to intensify our diplomacy, our relationships, building and transition planning, in aggregating all the efforts cohesively and remove fragmentation, in organizing and setting up strategic teams for implementation of the above, in diplomacy, in advocacy for new governance and implementation. I hope this short segment has captured what happened last Saturday. And I want to end by highlighting that in the midst of that, the future surprised us.
the future of Cameroon, the president-elect, surprised us and sat among us, the future, who he thinks is actually going to hold him up to sit in Etudi, where he rightly belongs. He told us about acknowledging the Gambian government. He told us about not participating with this particular government. He told us about lifting us up and listening to our problems. He is a listener. Why would you not want to join this list? Why would you not want to join the diasporans who can make the change? I will end here by saying, I am number one on that list. Join us. Thank you. Thank you so much for that, Najela. Thank you so much for that recap. Without further ado, Herman, just because of time constraints, if you can just give a quick summary, really brief, so we can then get our panelists and Merci. Merci Judith. Bienvenue à tout le monde. Je vais essayer, compte tenu des contraintes de temps, d'être voilà, un peu bref. La semaine dernière, nous avions 5 panélistes et nous avons pris le temps d'expliquer aux Camerounais qui nous suivaient pourquoi il était important de se focaliser sur le travail de la diaspora. Et nous sommes allés, Nagela a mentionné 3 points très importants: la gouvernance, l'engagement social et la défense au niveau international, la défense diplomatique au niveau international pour un changement de gouvernance au Cameroun. Rebecca l'a mentionné la semaine dernière, la diaspora contribue de façon significative. 400 millions de dollars que les Camerounais envoient, dont littéralement le régime en place bénéficie énormément des sacrifices que la diaspora qui le rejette fait pour le Cameroun. C'est un peu curieux, n'est-ce pas? Donc, le défi, le challenge que nous visons, c'est de mettre les Camerounais ensemble. Il faut que les Camerounais comprennent qu'ils sont et qu'ils peuvent être une force encore plus agissante. Donc, certaines personnes hésitaient, elles ne comprenaient pas très bien, mais aucun changement ne se produit si la diaspora, si son peuple ne se met ensemble. Nous avons combien? 4 millions de personnes dans la diaspora. Sur les 32 millions de personnes que le Cameroun contient, on a 4 millions de personnes de la diaspora. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que 4 millions de personnes mises ensemble peuvent arriver à accomplir? Quand on parle de 400 millions de dollars convertissés, on peut convertir en francs CFA pour voir ce que ça donne. Donc, il s'agit de constituer une force. Ce n'est pas un parti politique, non. Quelles que soient nos origines, le Grand Nord, les anglophones, le Grand Sud, toute personne préoccupée, toute personne qui ressent le besoin de contribuer à un changement au Cameroun, c'est un changement pacifique, mais c'est un changement extrêmement déterminé qui devrait utiliser toutes les forces possibles pour arriver à imposer un rapport de force à ce qui se passe actuellement. Donc, il s'agit d'un engagement social, l'implication du peuple, il s'agit de défense côté démocratie, côté diplomatique et de gouvernance. On n'aura pas le temps de rentrer dans les détails compte tenu de la plage de temps qui nous est impartie. Donc, c'était ça en gros, mais avec l'intervention de nos panélistes, on les remercie encore qui sont venus. On pourra aller au-delà de ce qu'on a fait la semaine dernière. Merci, Judith. Okay, thanks, Herman. For the interest of time, I was going to do introductions first, but the surprise guest today is no other person than Mama Alice. I know Becky has been helping in the background to see if she can join. So Becky, is she on? You're on mute. You can see who's connected. I can't. Yeah, I don't have that ability. As in her name. What name is she Her using? it would be her name. Okay. No, not yet.
Not yet. So in the meantime, we'll come back to that. So I'll just quickly go back to our run of the show. We've done the recap. The panelists that have come back this time to join us, we have Ms. Rebecca Enonchong, founder and CEO of Appstec, a leading enterprise software company. She's also the vice chairperson of WHO Foundation. She sits on many global executive boards, and I think people who know her know what Ms. Enonchong is all about. We are happy to have back here Dr. Chris Fomunyoh, who is the Senior Associate for Africa and Regional Director at the National Democratic Institute, NDI. We've also got back today Professor Achille Mbembe, who is one of Africa's leading public intellectuals and political theorists, and he's a research professor at Witwatersrand University in Johannesburg. So that's about it from for the introductions, and then you'll have Herman and myself as moderators, right? We'll try to make this flow. In the meantime, Eric, hopefully you're ready to respond when Mama Alice speaks. Becky? Yeah, absolutely. Oh, no, I mean, can you move her to panelist, please? Yes. I'm looking for the name. Yes, First I've seen her name. now. Yes, yes. She's right at the top. Yes. I see her now. It's taking a while, but I've picked her up, so she should be joining. She's there. Yes. Okay. Wait. Mama Alice. Oui. Okay, so Every je veux faire une petite introduction. yes. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Maître Alice Ngom, plus connue sous le nom de Maman Alice. Voilà. Maître Alice est avocat, femme politique et militante des droits humains. À 24 ans, elle était l'une des premières femmes avocats en Afrique centrale. Elle est actuellement présidente du réseau centrafricain des défenseurs des droits humains, Red Hack. Parmi de nombreuses reconnaissances internationales, elle a été classée deuxième sur la liste du New Yorker de 8 Africains les plus fascinants de 2012. Elle est aussi la porte-parole officielle du président Issa Tchiroma. Bon, bienvenue, maman. On est très fiers de te voir ici et on te passe la parole. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et surtout bonne année. Merci. Je Voilà. voulais vous dire à quel point je suis heureuse et fière d'appartenir à ce groupe qui réfléchit sur le sort, le bien-être et l'avenir des Camerounais. Avec une abnégation, un charme aussi et une efficacité qui n'en font plus l'ombre d'un doute. Vraiment, je suis fière d'appartenir à ce groupe. Aujourd'hui, je viens avec vous pour vous apporter le salut très fraternel, très patriotique du président légitime. J'ai nommé le président Issa Tchiroma Bakary, qui, comme tout le monde, tous les gens normaux le savent, a gagné l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Mais qui, du fait de l'organisation d'une fraude massive avérée, se retrouve aujourd'hui, non pas au palais des Tout-Dits, qui est l'un des avantages attachés à cette élection, à cette fonction par cette élection, mais se retrouve en exil dans un pays ami qui a bien voulu lui accorder l'hospitalité. Voilà. Je suis là pour essayer de vous montrer qu'il est avec vous. Il aime être avec vous. Je vais vous écouter beaucoup, plus que je ne vais parler, et je vais lui transmettre intégralement
ce qui se sera dit aujourd'hui parce que je sais que ça lui fait très, très plaisir de se connecter, même avec l'air seulement, avec ses compatriotes qui sont restés au pays. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous et merci de m'accueillir. Merci, merci, merci. Thank you so much for taking the time to join us. And we are also grateful for the work you are doing on our behalf and on behalf of the Cameroonian people. So I'm just going to open this up and give response and pose the first question to you. So over to you, Eric. Use terminology that I'm really not used to. I am, totally not a leader, but I take it graciously. Alors, ma sœur aimée, Alice. Enfin, tout le monde peut parler de Enonchong, porte-parole. Très important ces titres, mais pour moi, c'est ma sœur aînée. Alors, on est très content que tu sois là, bien sûr. C'est un peu comme le président qui était là la semaine dernière, mais maintenant, il y a ta présence qui nous honore aussi. Je crois que, quand on est en présence des éminentes personnalités comme le professeur Achille Mbembe et le docteur Fomunyoh, je crois que moi, je devrais prendre la parole. Donc, je me tue et je vais écouter donc ces éminentes personnalités qui sont avec nous. Je n'ai pas de questions, je préfère les écouter. Puis après, s'il y a des choses à dire, je dirai. So, I'm coming back to you, Judith. Okay, thank you. Thanks, Eric. So I'll ask Dr. Fomunyoh if he has any questions for Mama Alice. No, I couldn't have questions for her, except to really acknowledge her courage, her bravery. It may surprise some people, but it wouldn't surprise me because I have met Alice Com, I've known Mama Alice Com I don't even want to date anybody, but we've known ourselves for a very long time, a very long time. I mean, she was one of the first lawyers, one of the first people to welcome me in Douala when, as a young graduate of Yaoundé University Law School, I went down to Douala to work and help set up the legal department for Cameroon Airlines. And it tells you that Met Alice Com and I go back a long ways, and we've stayed extremely close. We've been through so many battles, some known, some unknown, but we are very close. And I'm so delighted that she's put her life on the line. She's put herself on the line. She's on ground zero on a daily basis. And she's standing firm for the cause, for the country, for future generations. We can never really thank her enough. And I hope that her courage inspires all of us, and even many others who haven't yet made the commitment to stand up, stand strong, and be counted. The 4 million Cameroonians in the diaspora should take extreme inspiration from what Mama Alice, Met Alice Com is doing, and others too, who are standing with her side by side. Let's get our act in place. Let's get together. Let's aggregate our efforts, and let's make the change happen that our country so badly needs. Thank you. Hey. Thanks. Hey. Thank you. Thanks, Doc. Same to Professor Achille. Prof, you need to unmute. Prof, you're on mute. Yes, he's muted.
Can you try unmuting him maybe on your side as a host? Yeah, that's what I'm trying to do. Mike, can you unmute him? He's unmuted now. Okay. Thanks, Rebecca. What I was saying was very simple. Chris and Eric have said it all. It is such a pleasure, Alice, to see you. I don't really have much to add. You have been a shining light yourself, and I mean, we have Rebecca with us here, a number of others. Very, very delighted to see you here this evening. And may God and the ancestors be with you at every single moment from now on. Thank you so much. Thank you, Professor. Thank you. Thank you. Becky, I don't think I'm looking at the forum to see if we have any questions or any panelists want to ask a question. If not, then we can move on to the debate proper. Judith, you keep calling it a debate, but I know, a discussion. A discussion. Have you looked at the comments on social media? Yes. Not just the ones in Zoom. Yeah. All right. Yeah. Okay. So, but we'll keep her. She's going to be with us for a while, right? So we can move into the debate proper. Not too long, huh? Okay. Yeah. All right. Okay. So yes, thanks, Mama Alice. So we are going to go into the discussions, and hopefully, if there are any questions while we're doing the discussion, we'll come back to you for those. So without further ado, our panelists, hope you're well settled, and we will get into the discussion. So I'm going to hand over to Herman, who has the first question to pose to our panelists. You're on mute. Yes. Oh, à tout seigneur, à tout honneur, Achille Mbembe. Professeur Achille Mbembe, c'est à vous que la première question devrait aller. Et elle concerne la transition au Cameroun, professeur. La diaspora nous écoute et beaucoup de personnes aimeraient vraiment voir ce changement arriver. Beaucoup de personnes, on parle aussi de transition, gouvernement de transition. Le président Tchiroma lui-même l'a dit qu'il viendrait pour une transition. À votre avis et selon votre expérience, vous avez beaucoup parlé de nécropolitique, vous avez beaucoup parlé d'afropolitanisme, je ne sais pas si je prononce bien. Au regard de tous les travaux que vous avez faits, à quoi pourrait ressembler un gouvernement de transition au Cameroun? Quels sont les partis impliqués auxquels on devrait ou on pourrait s'attendre à voir logiquement? Et quelles sont les structures qui devraient exister avant que le régime ne change, avant qu'on ne passe à une nouvelle république? C'est une question très large, comme Oui, vous constatez vous-même, et je devrais dire que je ne pourrais pas y répondre, ne serait-ce que parce que nous sommes contraints par le temps. Okay. Mais je dirais ceci. La tâche immédiate, on le comprend tous, je crois qu'il y a un consensus qui se met en place à ce sujet. La tâche immédiate, c'est évidemment de mettre un terme à ce régime qui n'a que trop duré et dont le bilan sur tous les plans est calamiteux, pour dire le moins. C'est ça la tâche immédiate. Le fait objectif, comme l'ont rappelé un certain nombre de nos compatriotes, Alice elle-même vient de le dire, le fait immédiat et objectif est que les Camerounais, le peuple camerounais, en dépit de toutes les contraintes et de tous les obstacles que l'on connaît, s'est prononcé à ce sujet lors des dernières élections présidentielles.
et a voulu trancher cette question de manière pacifique en élisant à la place de l'actuel occupant du palais des Toudi quelqu'un d'autre qui s'appelle Issa Tchiroma. On peut penser tout ce que l'on veut de M. Tchiroma, de sa carrière, etc. Le fait est qu'il a été élu lors des dernières élections. Le fait également est que M. Tchiroma, tout comme d'ailleurs les autres, ne devrait pas se trouver en exil aujourd'hui. Il n'y a objectivement aucune raison pour que celui qui a gagné les dernières élections se retrouve en exil. Et donc, il faut mettre fin à cette anomalie, appelons-la comme ça. Il faut mettre fin à cette anomalie en déployant une combinaison de plusieurs stratégies. Premièrement, il faut construire une force. Et la diaspora, évidemment, elle, parce que les circonstances l'obligent, mais aussi parce que telle est peut-être historiquement une de ses fonctions, la diaspora, la communauté diasporique camerounaise doit, disons, prendre les devants et aider à la constitution de cette force qui permettra de mettre fin à un régime qui ne nous aura absolument pas apporté ce à quoi nous aspirons. Une force à 3 niveaux, à mon avis, une force financière, et donc vous n'avez pas arrêté de le dire, il faut que l'on contribue, que l'on cotise, une force diplomatique, une force de plaidoyer, mais aussi une force d'information. Je pense à Eric lui-même, qui a consacré sa vie à, disons, cette mission. Pourquoi c'est important de construire une force d'information? Parce que dans notre pays, nous avons fait l'expérience d'une dictature à huis clos qui a prospéré justement sur cette absence d'information et sur le fait qu'elle pouvait opérer sans le regard, disons, international. Il faut faire tout cela pour isoler le régime. Cette stratégie de l'isolement, c'est important, pour le sanctionner et pour manifester son illégitimité. Je crois que c'est un travail pédagogique systématique qui est extrêmement important aujourd'hui. Ça fait partie des tâches immédiates. Mais comme je le disais la dernière fois, il y a d'autres tâches qui nous interpellent, qui ont trait à 2 autres moments qui vont arriver de toutes les façons, que ce régime parte maintenant ou qu'il parte plus tard, qu'il soit poussé à la porte maintenant ou qu'il le soit beaucoup plus tard. C'est quoi? C'est la tâche de transition. Il faut préparer, organiser la transition et il faut organiser la reconstruction ou la refondation. Vous évoquiez tout à l'heure l'idée d'une autre république. Il faut construire une autre république. Et tout cela ne peut pas être spontané. Il faut le préparer. Ça exige des investissements intellectuels en matière d'expertise, une banque d'idées, des groupes qui travaillent sur ces dossiers. Et là, je vois un certain nombre de chantiers prioritaires. Il y a un chantier qui touche à la nature même de la communauté politique que nous voulons mettre en place. Et je pense qu'on ne pourra pas la mettre en place si quelque part nous ne engageons pas un travail de réparation.
y compris de réparation morale, de retissage des liens qui unissent ce pays et ses habitants. Des liens qui font que, de manière générale, on puisse construire des identités par-delà ce qui nous divise, à commencer par la question ethnique, la question linguistique, etc. Et donc, un exemple absolument important de ce point de vue, qui pour moi devrait être une priorité, la mise en place d'une commission justice, vérité et réconciliation. Pour que on s'attaque aux crimes qui ont été commis pendant 43 ans. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, ces crimes, dont la plupart sont impunis. Des crimes politiques, des crimes économiques. Eric évoquait tout à l'heure la question de l'endettement. C'est une question pas seulement économique, mais en fait morale, parce que, comme il le suggérait, elle s'attaque à tout ce qui a trait à la justice intergénérationnelle. C'est-à-dire que nos générations ont pris et gaspillé pour elles-mêmes ce qui, normalement, devrait revenir aux générations qui vont venir après nous. On ne peut pas construire une communauté politique sur la base de telles injustices. Je n'évoque même pas tout ce qui a trait à la prédation. Donc, la commission justice, vérité et réconciliation devrait permettre de débattre en public de ces questions fondamentales sur la base desquelles on devrait imaginer une communauté nouvelle. Un deuxième exemple, je pense fondamentalement qu'il nous faut construire une autre capitale pour toutes sortes de raisons. Il faut imaginer dès maintenant, il faut mettre en chantier la question de la construction d'une nouvelle capitale du pays, d'un État qui deviendrait un État de droit. Je n'ai pas le temps de développer tout cela, je le mets sur l'agenda, mais je pense que c'est très important d'un point de vue économique, d'un point de vue politique et d'un point de vue moral. Il n'y a pas de communauté sans une base morale. Ensuite, il y a tout ce qui a trait à la forme de l'État, à la réforme fondamentale de l'État camerounais. Ceci passe premièrement par une profonde réforme de la Constitution. Et la réforme de la Constitution devrait viser un certain nombre de choses. Fondamentalement, elle devrait nous aider, cette réforme constitutionnelle, à ne plus jamais revivre l'expérience que nous avons vécue au cours des 43 années précédentes. Il faut que, plus jamais dans l'histoire du pays, on ait affaire à ce à quoi on a eu affaire au cours des 43 dernières années. Et que notre Constitution nous aide à, disons, nous protéger contre ce type de viol, je devrais dire. Et donc, une réforme constitutionnelle qui viserait à ouvrir grande la voie à la constitution d'un État de droit au Cameroun. Un État de droit qui devrait être fédéral. Il faudrait, de ce point de vue, discuter effectivement des formes du fédéralisme. Est-ce que c'est un fédéralisme sur le mode ancien qui a été mis en place au début des années 60, anglophone, francophone? Ou bien est-ce que c'est un fédéralisme élargi
qui repose justement sur une politique vigoureuse des localités et des communautés. Donc, État fédéral qui rétrocède aux communautés locales et aux régions une part importante du pouvoir qui, pour le moment, est confisqué par une classe de prédateurs, lesquels se cachent derrière des termes vaseux comme l'ordre public, comme la République, etc., termes qui n'ont aucune consistance dans la vie quotidienne des gens. Deuxièmement, il faut limiter les mandats présidentiels. Pour aller de l'avant, on ne peut pas accepter que la même personne reste au pouvoir pendant tant d'années. Il faudra limiter les mandats présidentiels. Il faudra limiter l'âge au-delà duquel on ne saurait être éligible. Il faudra soumettre un certain nombre de nominations à des postes importants à l'approbation d'un Parlement dont on aura renforcé les pouvoirs. Il faudra, sur le modèle anglais, tenter autant que possible de dépolitiser l'administration centrale afin qu'elle ne soit pas sous la botte de celui qui est là. Ça veut dire, par exemple, l'abolition du ministère de l'administration territoriale dans sa forme actuelle. Il faut abolir ce ministère dans ce projet de dépolitisation et de désinstrumentalisation de l'administration publique, qui doit être une administration publique dans le sens classique du terme, c'est-à-dire au service de tous les Camerounais, mais pas une administration partisane. Il faut abolir ce ministère et recréer quelque chose, disons, qui permette d'aller en avant en matière d'établissement de l'état de droit. Alice étant là avec nous, je crois évidemment que l'autre chantier à ouvrir, c'est tout ce qui porte sur l'indépendance de la justice. Et la mise en place de, comment dire, d'agences indépendantes et autonomes, l'adoption d'un, je ne sais pas si les francophones ont un terme pour cela, un Bill of Rights, qui est au cœur justement de la nouvelle économie morale dans les échanges entre les gouvernants et les gouvernés. Et donc, je pourrais égrener ce chapelet. Je ne vais pas le faire. Vous comprenez que tous ces chantiers sont extrêmement importants, ne s'improvisent pas du tout. Il faudrait assez rapidement que, au sujet de chacun de ces sujets importants, prioritaires, on ait des idées techniques, combien ça va coûter, et qu'on mobilise notre société, notre peuple autour de ces idées, pour que l'adhésion et la légitimité ne portent pas sur la personne, mais sur le projet. Et donc, voilà un certain nombre de choses. J'ai déjà beaucoup parlé, on est quand même nombreux sur le panel, mais puisque vous m'avez posé une question assez élargie, je me suis permis de prendre un petit moment, mais je vais arrêter là. Merci beaucoup. Ça valait amplement la peine. Et personnellement, j'ai pris beaucoup de notes. Merci beaucoup, Judith. Merci. Parce que nous, on a Maman Alice pour un petit moment. Je voulais lui demander une question avant qu'on ne vienne à professeur Chris. Maman Alice, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le programme de changement? Est-ce qu'on est ici au Diaspora? Est-ce qu'on rêve? Parce que nous on veut le changement très fort.
Et on pense souvent que c'est toujours un rêve que M. Tchiroma sera étudié. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, sur le programme d'amener Monsieur le Président? Avant d'écouter tout ce que professeur Achille nous a dit, il y a beaucoup de travail à faire. Oui. Je ne veux pas penser que c'est tout un rêve, quoi. Très bonne question. Oui. Merci, Judith. Voilà, peux on parler? t'écoute. Oui. Oui, voilà. Alors, j'ai écouté avec une attention soutenue. J'ai écouté le professeur Achille Mbembe, que j'adore écouter. Et malheureusement, j'accepte tout ce qu'il a dit. Je suis tout à fait d'accord, c'est ce qu'il faut. Mais à la fin de la journée, comment on va faire pour y parvenir? Comment on va faire pour contourner celui qui chapeaute toutes ces institutions de mise en œuvre et que le changement n'arrange pas, l'ordre n'arrange pas, la logique n'arrange pas? Il lui faut la fraude, il lui faut toutes les contre-valeurs possibles et imaginables. Comment, professeur Achille Mbembe, comment on fait? Voilà quelqu'un qui a été battu aux élections, mais qui occupe encore notre Maison Blanche, là où nous logeons ce que nous, le peuple, nous avons nommé comme président, avec une élection qu'il a organisée. Voilà les vrais problèmes. Moi, je suis très pratique. Très, très pratique. Comment faisons-nous? Est-ce qu'on peut faire tout ce que le professeur vient de dire et qui est vrai? C'est une belle ordonnance. Le diagnostic est fabuleux. Mais comment est-ce qu'on va administrer les médicaments? On va les chercher où? On va les administrer comment? Si le malade ne veut pas de piqûre, il ne veut pas les comprimés, il ne veut rien. Comment on fait? Moi, c'est ce comment-là qui m'intéresse. Le peuple a montré qu'il veut le changement. Il l'a exprimé clairement dans les urnes, démocratiquement. C'est ce qu'on voulait. La communauté internationale, c'est ce qu'elle veut. Ça a donné quel résultat? La même personne est au même endroit, a dépensé des milliards pour faire cette élection. Et il dit, je ne partirai pas. Et il a mis sa machine de fraude en route. Et la machine de fraude a parlé. Et c'est ce qui est devenu parole d'évangile. Professeur Achille Mbembe, on fait comment? Je dis, okay. On fait comment? Ok, mais j'ai quelques idées. Il occupe une White House, l'Élysée, où nous mettons des gens, nous avons prévu ça, notre maison, c'est concret. Le peuple a déjà parlé. Il a dit, c'est Issa Tchiroma qui va habiter la White House, la maison du peuple. Et comment on fait alors pour l'amener là-bas? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Comment? Le mode d'emploi. Direction for Youth. Voilà. Merci, maître. Prof. Achille, avant que tu ne viennes, je veux donner la parole à Dr. Chris parce que j'ai l'impression que il a quelque chose à dire avant qu'on ne revienne sur toi. Bon, over to you, Dr. Fomunyoh. I know I had a question for you, but the way this discussion is going, I think you can just take over. I will just let you. Yes, yeah. Yeah, thanks, Judith. But the way the conversation is going, this dialogue between Met Aliscom and Professor Achille Mbembe, it's very okay. So I would like to defer to Achille because he said he already has some ideas, and maybe we can share them while we have Alice on the call. Thank you. Thanks. Okay. Now I understood. I thought you wanted to speak. Okay, Professor Achille, over to you. Ok, je suis désolé de parler comme un professeur, mais enfin bon, on va essayer. Alice, ta question, elle est évidemment
c'est la grande question que nous nous posons tous. On fait comment? Et au fond, c'était l'objet de notre discussion la semaine dernière. Et à ce sujet, moi j'ai retenu deux approches qui avaient été mises en avant par nos intervenantes. Il y avait évidemment l'approche de Ben Modo qui disait, écoutez, bon, plus ou moins je caricature un peu sa réflexion qui était bien plus sophistiquée que ce que je vais dire, mais en gros, Ben Modo semblait dire que on a tout essayé, ça n'a pas marché, il faut envisager la possibilité de le faire partir par la force. Bon, alors c'est un grand débat, une grande question. La force, bon, on l'a essayé dans notre histoire. Beaucoup d'autres ont essayé la force ailleurs. Moi, je vis en Afrique du Sud, en Afrique australe. On a des expériences historiques de recours à la lutte armée pour mettre fin à des régimes crapuleux. En l'occurrence, c'était des régimes racistes, minoritaires, etc. La force a poussé à la négociation dans certains pays. Certains autres sont sortis plus ou moins victorieux. Au Mozambique, qui n'est pas loin, s'est ensuivi tout de suite une guerre civile, etc. Les conséquences, les résultats de l'utilisation de la force sont extrêmement complexes et ambigus. Mais ce n'est pas le lieu ici de commencer à réfléchir à ces questions. La question avec la force, c'est qui va payer le prix? Parce qu'il y a toujours un prix à payer. Qui va payer le prix? Mais bon, alors, je laisse de côté l'hypothèse de Ben Modo. Et puis, il y avait une ligne de réflexion qui était mise en avant surtout par Rebecca, qui est avec nous aujourd'hui. Et c'était très intéressant d'écouter Rebecca parce que d'une part, elle est sur le terrain comme toi-même, Alice, alors que nous, bon, on n'est pas vraiment sur le terrain. Et dont les responsabilités éthiques ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, il faut qu'on prenne ça en considération dans nos positionnements. Parce que, bon, moi, je peux, d'ici en Afrique du Sud, dire un peu n'importe quoi, tant que ce n'est pas moi qui paye le prix final. Donc, toutes ces questions éthiques, je sais que tu les as à l'esprit. Donc, à mon avis, il faut accentuer les mobilisations sur le terrain. Il n'y aura rien tant qu'il n'y a pas sur le terrain au Cameroun, dans les localités, sur les routes, on l'a vu avec la manifestation des camionneurs, s'il n'y a pas un rapport de force nouveau qui impose, par exemple, au gouverneur, au préfet de descendre sur le terrain et négocier, qui impose aux policiers, aux gendarmes de faire attention avant de demander, je ne sais pas, 1000 balles ou d'utiliser son arme. Il faut accentuer ce type de mobilisation qui ne nécessite pas nécessairement des nombres, disons une foule qui se fait abattre, ils en sont capables, mais qui, disons, porte sur les points, comment dire, de faiblesse qui peuvent paralyser le régime et l'obliger à discuter et à négocier. Donc, il y a plusieurs types de forces. Si on écarte la force militaire, il y a des forces de mobilisation qui visent à accentuer ces points d'inflexion pour obliger le régime à négocier. Et nous, la diaspora, à ce moment-là, par exemple, cette affaire de camionneurs, si on a une petite banque, si on a quelques ressources financières, on apporte de l'aide
financière à ceux qui se mobilisent. On organise les funérailles de ceux qui tombent sous les balles. On en fait de grands moments de protestation. Anissé Kane, je l'espère, va être enterré à un moment ou à un autre. Il faut transformer les funérailles de Ekane en un grand moment de remobilisation. Là où, dans notre histoire, beaucoup sont tombés, ils n'ont jamais eu de funérailles. Oumyobé n'a jamais eu de funérailles, Félix Moumié non plus, Abel King non plus. La liste au sein de Afana, elle est interminable. Comment transformer ce moment en un grand moment, disons, de catharsis et de remobilisation? Ça demande de l'imagination et de l'organisation. Mais Rebecca est avec nous, elle répondra peut-être mieux que moi à cette question. Comment fait-on de l'extérieur? De l'extérieur, on s'organise au sein de la diaspora. On répand les informations. Michel Ndoki et son groupe ont préparé un dossier. On partage ce dossier, y compris chez les partenaires entre guillemets du Cameroun. On exerce une pression diplomatique. Les uns et les autres ont des réseaux. Beaucoup se font entendre. On écrit dans les journaux. On délégitime le régime. Mais tout cela n'a d'importance que si, au fond, sur place, il y a des relais, il y a du répondant. Et donc, on ne peut pas envisager la lutte soit sous sa forme uniquement diasporique, soit sous sa forme uniquement interne. Il faut créer des relais, des points de passage et articuler les deux choses. L'objectif immédiat, puisque Alice, c'est ce que tu mets en avant, étant de délégitimer le régime parce qu'il est illégitime. Oui, il faut le délégitimer, il est illégitime, il n'est pas là par la volonté du peuple. De le sanctionner, cela est possible, de se mobiliser pour obtenir des sanctions ciblées contre ce régime, de l'isoler et de l'affaiblir, y compris d'un point de vue économique. Mais bon, cela exige un minimum d'organisation, c'est ce que le projet C est en train de faire. Mais mon intervention, j'arrête là, portée plutôt sur ce qui vient après. Tout cela n'aura de sens que par rapport à ce qui vient après. Ce que nous voulons construire après et qui exige beaucoup d'intelligence et beaucoup d'organisation. Merci, Prof. I'm liking this line of conversation. So, Dr. Chris, I actually had a specific question for you. So I don't know if you want to follow on from what Prof has said or we move to your question, but I'll give you the floor. Go ahead with your question. Go ahead with the question, Judith. Oh, okay. Yep. Let's do this. Okay, so Dr. Fomunyoh, you've seen transitions succeed and fail across Africa. What are the non-negotiables? What mistakes must we avoid? Well, thank you for the question, Judith. And I think this question really also dovetails very nicely with the first part of the conversation, because probably what I would say would add to what Alice and Achille said before. It will give us additional food for thought and ideas that can push our thinking to think within the box, obviously, but also to think outside of the box, to see how other countries have grappled with similar issues. You know, the conversation about transitions in Africa today is an easier conversation to have than it was 2 or 3 decades ago, because we have examples of transitions that have succeeded, and we have examples of transitions that have not worked. I should have started really by complimenting Project C, because between last week, when we had last week's panel, and this week,
I can already see that some of the points that Nigella summarized so beautifully, so brilliantly at the beginning of this conversation are already being taken to heart by members of the diaspora. And I feel that if this platform were to continue, that exchange of ideas and experiences would continue to enrich our community and will continue to bring more people into the fold. The ideal goal being to mobilize all 4 million Cameroonians in the diaspora to add their weight to what our brothers and sisters are already going through back at home. Cameroonians are in pain. Our people are under stress. Our people are suffering across the entire country. Even those who stole the elections do not sleep at night. They are under stress because they know what they did. No one is comfortable in the Cameroon of today. And I think we have an opportunity to make that transition happen. To provide some examples that can inspire us, but that can also give us an idea of what pitfalls to avoid. Let me just take 2 examples that I think people on this call can relate to. There used to be an African country called Zaire that was also ruled by an autocrat who had been in power for decades and who was also extremely repressive. And in 1997, Mobutu fell and had to escape the country. And he was replaced by Joseph Désiré Kabila, who marched into Kinshasa with soldiers marching on foot in boots across the city into State House. Fast forward to today, the DRC is still grappling with its conflicts. None of the conflicts in the eastern part of the country have been resolved. None of its mineral wealth is being exploited in a way that can benefit its people. And the country is still as shaky now as it was in the 90s. Just because that transition had not been well thought out, Joseph Désiré Kabila came in without a team, without any expertise. He didn't pull on his diaspora. He just wanted to be another Mobutu. And the only thing he did was to change the name of the country from Zaire to Democratic Republic of Congo, and see where that country is still today, still grappling with the issues of political space, economic development, bringing prosperity to its people, and changing their lives in a meaningful way. On the other hand, 1 year later, in 1998, 1999, 2 years later, next door to us, Obasanjo comes to power in Nigeria. And Obasanjo immediately has a team with him. He has a team of experts, Nigerians, economists, energy experts, financiers, lawyers, and he creates ministries working in clusters. So when you said, what was the economic team of Nigeria? We had Ngozi. He brought Ngozi back from the World Bank. He brought Obi. He had El Rufai. These were people who had credibility in the country and internationally, and who formed his economic team. And that team focused on economic reforms. They began to conduct audits. They began to conduct privatization. They began to look at the debt. And Nigeria went and they designed a campaign on debt relief, because Nigeria was crumbling under the kinds of debts that are being incurred today in Cameroon by a government whose legitimacy is questionable. Obasanjo also then took on civil-military relations and security sector reform. And he took out from the military all of those generals who had had political positions, who had been military governors. And he created an opportunity for a younger generation of officers better trained to emerge.
through that transition, he also gave a new face to Nigeria within ECOWAS and West Africa, but also within Africa and the African Union. And they began to champion reform in the African Union. And it's during that transition that with Nigeria's leadership and Obasanjo's engagement, even the Organization of African Unity had to be transformed in 2002 to the African Union, which would look out more for the African people. It's during that period that Nigeria's voice was also brought into the creation of NEPAD and other such kind initiatives. Just to say that if we manage our transition well, we can create an opportunity for Cameroon not only to reform from within, not only to bring prosperity to our own people, but also to regain its place on the African scene and on the international scene where people are waiting for Cameroonians' leadership. And one example that you see as you move around the world is how rich the Cameroonian diaspora is. There is no one international organization in which there is a Cameroonian who doesn't shine. There isn't. And I have sat down with African leaders, African presidents, who've said, but what's happening to your country? How come you're helping us on this and you can't do that in your own country? And it applies to Cameroonians working for the World Bank, working for the IMF, working for the International Atomic Energy Organization, working for the World Health Organization. In every organization where you find a Cameroonian, they are doing extremely well. And what our brothers and sisters back home are asking for is that we join hands and have that transition that can create an environment where we leverage all this talent, all this expertise, and the homegrown energy that is there, and the resilience that our people have shown and demonstrated through more than 4 decades to bring that country where it ought to be. And in terms of things that must be avoided when you think through these transitions, one, we must avoid a sense of complacency. We must avoid a scenario where people get into the positions that the population wants them to get in, and it becomes business as usual. Because then you kill the dynamism, you kill the hope, you kill the aspirations that people have, that this transition is going to mean something for them. It's going to impact their lives very positively. And that's one of the benefits that I see in these platforms, in these conversations, because we're laying the groundwork, we're planting the seeds, we're germinating the ideas, we're spreading them, we're creating a new community of like-minded Cameroonians, whether they are at home or abroad, who at the opportune moment will be able to bring their talent and their expertise to the fore. And I think if we avoid that sense of complacency, if we avoid the me and myself and me now, and work as teams and work as groups, and have even a cabinet and a government that works in solidarity, that's complementary, I think we will make it in a very short space of time. I always point to Ghana and the fact that I began working on Ghana when Rawlings had just come into power. And Ghana was like a little village, and they had just one street that went from main city, Accra, to the airport. But you go into Ghana today, everybody's proud of Ghana. And all of us, even as Africans, are proud of Ghana. My hope is that in the not too distant future, if we can get elected President Issa Tchiroma Bakary into State House with the team around him, with a new spirit of working genuinely for a new Cameroon, that in a few short years, we'll be able to make it. Thank you. Thank you so much, Dr. Chris, for all that knowledge. I won't add anything to this. My question now goes to Becky, to Ms. Enonchong. Have we got a way forward? Tell us.
Well, after listening to, how do you put me after, are those great, huge, wonderful brains that we have in our community. And I think that what I would say is that I'm going to go back to Mama Alice. I'm going to go back to Mama Alice because she said something. Elle a dit que elle est terre à terre, elle est pratique. So what I'm excited about, very excited about, when I listen to both Dr. Chris and Professor Achille, whom I can count as friends. When I listen to them, I'm very excited. You know why? Because ils se projettent dans le futur déjà. Ils se projettent déjà dans on est au pouvoir. On est au pouvoir et pour que cette transition fonctionne, voici comment on doit être organisé. Et donc, ils sont déjà on y est déjà arrivé. Et je pense que c'est extrêmement important parce qu'il faut avoir comme objectif le Cameroun de demain. Parce qu'on peut avoir un Cameroun qui est un autre Cameroun que celui qu'on a aujourd'hui et qui prend toutes ces intelligences que nous avons et dans le pays et dans le monde entier et dans la diaspora pour venir reconstruire, rebâtir notre nation. Et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est des personnes qui ont énormément d'expérience, ont vécu en Afrique, partout, qui rencontrent les chefs d'État, et ils ont donc, et les entendre parler du nouveau Cameroun et ce qu'on doit faire quand on y arrive, ça veut dire qu'ils savent, ils ont une certitude. Ils ont la certitude qu'on va y arriver. Et on n'est plus dans dans 7 ans. Non, ils ont la certitude que nous allons pouvoir y arriver. Et c'est donc cette certitude-là qui est dans un optimisme. Mais moi, m'a dit, on va arriver là-bas comment? Comment on fait pour partir de là où on est aujourd'hui à étudier? Et je peux vous assurer, et je pense que d'autres personnes ici le savent, y compris Mom. Donc, quand Maître Alice comme nous pose la question, elle a la réponse. Elle sait très bien qu'il y a un plan, qu'il y a une manière, il y a une vision, et qu'on doit mettre en œuvre, mais on ne peut pas le mettre en œuvre seul. Et cet appel est un appel à devenir beaucoup plus conscient que, en plus de réfléchir sur les grandes questions de à quoi ressemblera le Cameroun de demain, on a besoin que toutes nos forces, et Achille l'a bien dit, la force financière de la diaspora, la force diplomatique de la diaspora, les informations qui viennent de cette diaspora et la participation du peuple, non seulement dans l'exécution ou l'implémentation, mais aussi dans la réflexion de comment on arrive à étudier pour qu'on puisse mettre en œuvre cette transition dont on rêve tous, ce Cameroun de demain dont on veut, en fait, et on y est presque. On y est presque. Et je pense que ce que Mom Alice a essayé de faire, parce que je pense pas que quelqu'un d'autre est plus proche du président Tchiroma que Mom Alice. Et elle sait très bien qu'il a un plan pour y arriver. Mais elle sait aussi que pour lui, comme pour elle, le peuple est au centre de ce plan. Et donc, elle repose la question au peuple camerounais qui est sur le territoire du Cameroun et à la diaspora, aux 4 millions de diasporas. Est-ce que vous êtes prêts à participer? Est-ce que vous êtes prêts à accompagner? Est-ce que vous êtes prêts à bagarrer
pour qu'on arrive à étudier et qu'on arrive à mettre en œuvre et qu'on puisse faire appel, comme Chris l'a dit tout à l'heure, Dr. Chris l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire prendre tout ce génie camerounais, tout ce talent camerounais qui est non seulement dans la diaspora, mais aussi on a des cerveaux incroyables, même au Cameroun, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer et dont le talent n'est pas reconnu. Et on est on est dans une médiocrité incroyable. Il ne faut surtout pas être excellent. Et je pense que, comme je l'ai dit, oui, to answer your question, yes, there's a way forward, but it's a very practical thing. It's a very practical thing. We have to, and we want to make sure that the diaspora, just as the population in Cameroon, is part of that way forward, which goes back to why Momalis asked, how do we get there? Because it's great to have the ambition of a new Cameroon, but we need to get the regime out and we need to get in to start doing that work. And I think I'm calling on everyone to join Momalis, to support Momalis, to support the President Tchiroma in getting to Etudi. So that all of these other actions, all of these other plans can be implemented. Thank you. I think that's how I'm answering that one. Thank you so much, Becky. Thank you for those answers. I'm going to hand over to Herman for the next set of questions. Yes, I Before, please, Chris has something to say. Okay. Yes. Oh, sorry, I missed you. Sorry. Herman, pour la compréhension. Merci. And Judith, yes. I put up my hand because I was so moved. I was so moved by what Rebecca just said. And I want to take advantage of Alice being still on the call to take another crack at our question. How do we get there? Achille and others that are on the call, political scientists, will testify and confirm that there are 4 main pillars of power. There are 4 main pillars of power: economic, communications, defense, and diplomacy. Now, in domestic politics, diplomacy gets translated in social mobilization between the state and society domestically. Internationally, it's diplomacy. Let's take a hard look at those 4 pillars and determine for ourselves how much control we have over each one of those 4 and the competitive process in which we now find ourselves. Communications, we're doing well. Economy, maybe not, because they still have all the controls and they're going out and they're making loans on our behalf at huge interest rates, because everybody knows this is a high-risk country, a high-risk regime. Defense, not quite. So far, everyone is towing the line on the other side. Diplomacy, we've got some leverage. We've got some assets because we're on the outside. In fact, when Eric said at the beginning that there was an announcement about the Pope's visit to Cameroon, I said to myself, if the Holy See can receive 4 million emails, 4 million WhatsApp messages to the Vatican about what should be in the Pope's talking points when he gets to Cameroon, by the time he gets to Cameroon, he will know how we feel. Diplomacy, we've got some assets and we can work on that. And so we have to constantly look at these 4 pillars and ask ourselves, how much are we doing to change the balance of power on each one of these 4? The day when we would have the upper hand on those 4 pillars, the regime would fall, whether it likes it or not.
every regime that is fallen is because they've come up short on those 4 pillars of power. Just to be very concrete and very pragmatic and give some, some guidelines, some barometers that we can measure our influence and our pressure points. Those are the 4 things that I would like to share with Alice and others as we think through what we should be doing and measure what we're doing with regards to those 4 pillars that determines whether a regime stands or falls. Thank you. Thank you, Doc. And I think we are taking notes, and we will come back to all this good information. The 4 pillars: comms, economy, defense, diplomacy. So we'll make sure that Project C carries that work as well moving forward. So before we move to the next set of questions, just a quick reminder, I think we missed announcing that at the beginning. There are polls going on in the background. They have been put in the chat, and I think on the streaming platforms as well. So please take those polls. We will be giving the results at the end of the show. So please take the polls. Mike is putting some polls out there in the chat. Do take them so we can get the results at the end. I'll hand over to Herman for the next set of questions. Oui. Avant, je voudrais rappeler juste à nos auditeurs, vraiment merci beaucoup à Achille, merci à Chris, à Rebecca. Nous avons pris beaucoup de notes, nous allons éventuellement revenir dessus, mais je voudrais juste rappeler le sondage qui est en cours. Vous pouvez regarder dans la section commentaires. On vous prie vraiment de prendre ces sondages-là. Ça va permettre d'avoir une idée de ce que la diaspora pense. Comment est-ce que la diaspora se projette? Il y avait une question concernant les trois panélistes. Est-ce qu'il y aurait des points? Nous avons écouté Chris, on a écouté le professeur Achille, on a écouté Rebecca. Est-ce qu'il y aurait peut-être, avant le prochain set, un détail à ajouter, peut-être un point sur lequel on n'est pas totalement d'accord avec l'autre, parce que comme nous prenons des notes et comme la diaspora écoute, il serait important qu'on prenne tous les points de vue. Est-ce que Rebecca aurait dit quelque chose? Oui, Rebecca, merci. Non, c'est juste un commentaire. C'est que c'est pas seulement la diaspora qui écoute. D'accord. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on est en streaming sur des comptes qui sont surtout suivis par des gens qui sont au Cameroun. Donc, on n'est pas en train de parler à la diaspora, on est en train de parler aux Camerounais, au peuple camerounais qui inclut la diaspora, mais qui n'est pas limité à la diaspora dans cette conversation. Et même sur le panel, moi, je vis au Cameroun. En fait, même si je suis en dehors du Cameroun en ce moment, je vis au Cameroun et Mom Alice vit au Cameroun. Et donc, je pense que c'est exactement l'exemple de ce qu'on veut dans le futur. C'est-à-dire qu'il y ait des conversations, qu'il y ait cette ligne ouverte entre la diaspora et le peuple, en fait, et le peuple qui vit au Cameroun, parce que tout ça, c'est le peuple. Tout ça, c'est le peuple et celle qui vit au Cameroun. Et je voulais juste raconter une petite anecdote par rapport à la diaspora. Parce que j'ai fait partie de cette diaspora pendant longtemps. Je suis partie du Cameroun adolescente et je suis rentrée m'installer en 2004. J'ai d'abord installé la filiale de ma société en 2002. Et lorsque j'ai installé cette filiale, je l'ai fait, je pensais connaître le pays. Je visitais souvent, plusieurs fois par an, j'étais au Cameroun. Donc, je pensais que je savais. Et d'ailleurs, il y a des étudiants de Columbia University à New York, des étudiants qui faisaient leur MBA, qui ont fait leur thèse de fin d'année, leur thèse sur comment je faisais pour installer ma filiale. J'avais commencé ma société aux États-Unis, j'avais des filiales dans d'autres pays. Comment je faisais pour installer ma filiale au Cameroun? Et ce document, il est encore disponible. Hein, il est sur le net. I think Rebecca Enonchong and Appstech from the US to Cameroon, un truc comme ça. Il est là, vous pouvez le télécharger. Et ils m'ont suivi donc pendant 6 mois. Et je dis ça pourquoi? Parce que quand on lit ce document, c'est quelqu'un de très réfléchi,
qui rentre au Cameroun, qui a tout préparé, tout planifié et tout compris. Donc, j'amenais toutes mes intelligences et mes succès aux États-Unis, en France, au Canada, dans le reste du monde, et je ramenais cette expertise, cette expérience au Cameroun. Je veux vous dire une chose. Quand je lis le document aujourd'hui, je ris. Je n'avais rien compris. C'est-à-dire, je n'avais rien compris. Rien ne nous prépare pour les réalités du terrain, la vérité de ce pays, pour y vivre. Visiter ne compte pas. Et donc, je pense que les personnes qui sont dans la diaspora et dont j'ai longtemps fait partie, on a toutes les meilleures intentions du monde. Tout le temps, on a les meilleures intentions du monde. Mais parfois, on est toutes à côté de la plaque. Et donc, c'est important que nous, quand nous voulons rebâtir notre pays, que la voix du peuple et des gens qui vivent les réalités de tous les jours soit au cœur et qu'on les écoute. Qu'on les accompagne. Évidemment, on a de l'expertise et de l'expérience qui vont aider et qui sont très, très importantes. Ce n'est pas pour réduire l'importance de la diaspora, elle est essentielle. Côté financier, extrêmement important, parce que il faut, pour ce combat, il faut le financer. Et ça, on a besoin de la diaspora. La diaspora peut le faire mieux que les gens qui sont au pays. Il y a cette diplomatie, on en a parlé. Je regarde mes notes parce que j'ai écrit beaucoup. Hein. Quand les deux ont parlé, j'ai beaucoup pris de notes. Donc, tout ce qu'il y a comme dans la communication, on a besoin, dans l'information, on a besoin. Mais on a aussi besoin que la population soit au cœur des décisions et de trouver des mécanismes pour être sûr que les réalités du terrain, on en tient compte. On en tient compte parce que je vois souvent des projets formidables. Ils ont l'air formidables jusqu'à ce qu'on les confronte aux réalités du terrain. C'est compliqué. Le Cameroun est tellement compliqué. Et je vous dis, moi, ça fait 20 ans, donc je suis rentrée, j'ai ouvert ma filiale en 2002. Moi, je suis rentrée en 2004. Et je vous dis que ça m'a pris peut-être plus de 10 ans pour commencer à un peu comprendre. Même si aujourd'hui, je comprends exactement ce que je ne comprends pas. Mais ça m'a pris vraiment longtemps pour comprendre comment fonctionne le pays. Et je pense que j'ai failli tout perdre. J'ai failli tout perdre, ma société. C'est-à-dire que cette décision de rentrer, j'ai failli tout perdre. Mais pour moi, ça a une valeur inestimable. Parce que ça m'a permis de comprendre le pays comme je ne l'aurais jamais compris étant à l'étranger. Et donc, c'est un appel au respect des deux côtés. Il faut que la population, celle qui est sur le terrain, ne voit pas seulement la diaspora comme un ATM machine, comme une machine à sous. Que c'est pas le rôle de la diaspora. La diaspora, elle a un rôle beaucoup plus important que ça. Et en même temps, il faut pas que les gens de la diaspora pensent qu'ils savent. Parce que c'est l'erreur que moi j'ai faite. C'est que je pensais que je savais. Et alors, je ne savais rien. Cameroon will school you. Anyway, that's what I wanted to add to the conversation. Sorry if I was a bit long. It's okay. Thank you. We'll just, because of time constraints, we'll just run quickly through some of the questions because the questions we are asking you are the questions we called from what people wanted to ask last week. So these are the questions we're giving to you. So Herman? Oui, merci Judith. Nous avions 2-3 questions. La première au Dr. Christ, elle concerne la diplomatie, Dr. Christ. Beaucoup de Camerounais se demandent de façon concrète. Ce régime a bâti pendant les 40 dernières années de solides fondations en termes de réseautage. On se souvient en 2018 avec les films au Texas avec certains sénateurs pour bâtir une certaine image du Cameroun. Comment concrètement la diaspora peut procéder
pour démanteler l'image et les entreprises de blanchiment de l'image du Cameroun telle qu'elle a été entreprise, telle qu'ils ont entrepris au niveau des États-Unis, par exemple. Oui, merci, Herman. C'est une question vraiment pertinente et une question aussi qui va dans le sens de nous pousser à nous interroger sur comment aborder cette question de réseautage diplomatique différemment pour avoir le dessus par rapport à un régime qui, avec le bénéfice du trésor public, parce que ce sont nos fonds qui sont mis à la disposition des lobbyistes et de leurs propres partenaires, comment on fait pour renverser un peu la tendance? Et je crois qu'il faut faire l'inventaire des atouts dont nous disposons en ce moment-ci. Par exemple, le fait de savoir que la communauté internationale, même si elle n'a pas appuyé de façon ouverte l'opposition qui a bien gagné cette élection, n'a pas été effervescent dans ses messages de félicitations par rapport au régime qui est en place. Ça voudrait dire que quelque part, les gens sont conscients, même au sein de la communauté internationale, du fait que cette élection a été gagnée par M. Issa Tchiroma Bakary. Ça, c'est un bon point de départ. Deuxièmement, je pense que nous sommes mieux adaptés que ceux qui ne sont pas à l'international pour savoir que même le contexte global de la diplomatie est en train d'évoluer. Ce qui fait que sur le continent africain, non seulement au Cameroun, mais dans beaucoup de pays africains, les gens sont en train de s'interroger sur comment s'adapter à la nouvelle politique mondiale avec des nouvelles alliances qui se nouent. Nous avons cet avantage que les 4 millions de Camerounais de la diaspora se trouvent déjà dans ces zones où les relations sont en train d'être renégociées. Il faudra seulement qu'on prenne le courage de jouer le jeu pour le bien-être de notre pays, de chercher des moyens de communication, des canaux de communication avec les nouveaux acteurs pour le bien-être de notre pays. Je prends, puisque vous avez ciblé la question par rapport aux États-Unis, il est un fait remarquable que lorsque Trump est arrivé au pouvoir dans le Trump 1, il a été quand même assez rigide par rapport au Cameroun. Il a sorti le Cameroun de la gloire, qui est cette facilité commerciale qui permet aux Camerounais de vendre leurs produits sur le marché américain. Il a élevé le Cameroun de la gloire pour les questions de droits de l'homme. Ensuite, il a retiré l'assistance militaire que les États-Unis donnaient au Cameroun à l'époque. Donc, il a été assez sévère. Mais qu'est-ce qu'on voit dans le Trump 2 pour les premiers mois de sa présidence? Il semble être indifférent par rapport au sort qui est le nôtre. Est-ce qu'il ne faudra pas que la diaspora camerounaise aux États-Unis se mobilise à nouveau pour engager une conversation avec Trump sur certaines de ses priorités qui cadrent aussi avec notre vision du Cameroun de demain? Donc, nous devrons nous mobiliser à nouveau pour tenir compte du nouveau contexte et pour essayer de voir si nous pouvons tisser de nouvelles relations qui iront dans le sens de fortifier ce que la diaspora pourrait faire dans le contexte mondial actuel. Le Premier ministre canadien, Mark Carney, vient de faire un discours formidable à Davos. Tout au long de 2025, le Canada a passé du temps à réfléchir sur une nouvelle politique africaine pour le Canada. J'ai eu le privilège d'être invité par le Sénat canadien pour faire une déposition devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat canadien. Et aujourd'hui, cette nouvelle stratégie du Canada envers l'Afrique a été adoptée et serait bientôt mise en œuvre
avec le discours qu'a fait le Premier ministre canadien à Davos, il y a de cela quelques jours, pour moi, ça présente une ouverture pour la diaspora camerounaise au Canada. Et je les interpelle à travers ces réponses pour dire, vous avez la possibilité d'engager des discussions avec le gouvernement actuel du Canada sur la base de sa nouvelle stratégie pour l'Afrique, sur la base du discours du Premier ministre Mark Carney, et peut-être que ça peut porter des fruits. Au début, j'ai parlé de la visite papale au Cameroun, la visite du pape au Cameroun. Il y a une ouverture. On ne devrait pas rester les bras croisés. Et il est vrai qu'au départ, certains n'avaient pas approuvé de cette visite papale parce qu'ils pensaient que ça allait donner plus de la légitimité aux personnalités qui sont en place. Mais maintenant que la décision a été prise, que faisons-nous pour que le pape, avant d'aller au Cameroun, soit sensibilisé aux douleurs que ressentent les populations camerounaises, à la souffrance à laquelle nos populations ont été soumises pendant des décennies? Et que pourra-t-il faire pendant son séjour pour débloquer la situation? Je crois qu'il faut une nouvelle mobilisation, il ne faut pas qu'on se décourage et il faut qu'on réfléchisse outside the box, so to speak, pour voir comment nous pouvons profiter des nouvelles discussions, des nouvelles alliances qui sont négociées dans les villes dans lesquelles nous nous trouvons, pour à notre tour trouver de nouveaux partenaires aussi qui puissent peser dans l'équation du Cameroun. Très rapidement, je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit par Rebecca et Mom, Alice, comme j'hésite à l'appeler Mom parce qu'on est tellement des amis, mais je mesure aussi le poids des nouvelles responsabilités qui pèsent sur ses épaules. Le Cameroun de demain. En 2013, j'ai sorti un bouquin au pays sur le Cameroun de demain parce que je me projetais déjà dans l'après-BIA. Je savais que ce pays était très beau. Ce pays a tellement des atouts que même si le régime actuel n'arrive pas à les valoriser, il arrivera un jour où on pourra valoriser tout cela. En 2013, j'ai écrit Le Cameroun de demain. Vous pouvez aller sur Google, vous verrez Le Cameroun de demain. J'ai fait des tournées à travers toutes les régions du pays pour faire la dédicace du livre. Et j'ai distribué le livre gratuitement, même à Maroua, à Garoua, à Ngaoundéré. À Bertois, je suis allé à Bertois. J'ai distribué le livre gratuitement en anglais et en français pour que les Camerounaises commencent à se mettre dans cet esprit de réflexion quant à l'avenir de notre pays. Curieusement, la dernière tournée devait avoir lieu à Yaoundé, le dernier événement devait se passer à Yaoundé. Et alors que la presse avait été convoquée, tout le monde était convoqué, un sous-préfet a interdit l'événement. Donc le livre qui avait été distribué un peu partout à travers le pays, qui se vendait même dans les bibliothèques, n'a pas pu être dédicacé à Yaoundé. Mais ça démontre la bêtise de ces gens-là. Donc, you know, I also want to still for our brothers and sisters on the ground, something that I alluded to last week. The Berlin Wall came down. The Berlin Wall came down. And some of you would remember that a few weeks before the Berlin Wall came down, Time magazine, you know, there were two big magazines in the world, Time magazine and Newsweek. Now, of course, the media market is very different. But Time magazine had on the cover of Time magazine a young German, a young teenager, German, who was trying to cross the wall from Eastern Berlin to Western Berlin. And he was running through the barbed wires and was shot for trying to cross the wall. And that was what provoked the anger of Germans. And people started rallying around the wall, not with missiles, not with bombs. People just started rallying around the wall. And they started chipping off the wall
with their bare hands, with chisels, with hammers, with little tools, little instruments. Fast forward a few months, the war went down. Germany got united. And a little lady from Eastern Germany, Angela Merkel, became the prime minister and stabilized Germany to what it is today, one of the two strongest European powers, if not the first strongest European powers from all aspects as you can imagine. These things can happen. And let me take on a point that Achille made at the beginning. When he was talking about the Bill of Rights, and he was trying to think through how we could call that in French. And I'm thinking of something like une charte de liberté, une charte de liberté, to replace the equivalents of the Bill of Rights. But there's so much symbolism in that moment, which I would like to share with Cameroonians. The Cameroon of tomorrow is going to integrate what is good in each one of our two cultures. The fact that Professor Achille can think about the Bill of Rights, which is written in English, which is part of the US Constitution, and see the value in it and recommend that it be taken into consideration, and we create a charte de liberté in the new constitution of a new Cameroon, is something that we need to utilize. I always feel like the good Lord knew that bilingualism is an asset, and he decided to create on the surface of the earth this bilingual country. But what is happening in the 60 years since reunification is that systematically, everything that was Anglo-Saxon was put on the back burners. If we go into a new country and we say to ourselves, we're going to be open-minded, and we're going to take what has worked in the Anglo-Saxon tradition or in the Francophone tradition, and we're going to put the best forward for a better Cameroon, that will be part of the healing process. That will be part of the peace and reconciliation process that our people so badly need. And I'm optimistic that as we go through these conversations, the new Cameroon is going to be something so different from what our people have lived through, that people will wake up from that rêve that Judith was saying, est-ce que c'est seulement un rêve? People will wake up and they'll say, we never knew this day would be here. It's going to come, but we have to collectively continue to push, and we have to collectively make a commitment to bring forward what is best in that country that is so blessed. And that's what's going to make the difference for our people going forward. Thank you. Thank you so much. Merci, Judith. Oh, wow. Yeah. On a beaucoup écouté des panélistes. Le temps va nous tenir à la gorge, nous tient à la gorge. Mais je voudrais, Judith, si tu le permets, juste te donner quelques questions des personnes qui nous écoutent, parce qu'il y a des gens qui posent des questions. Oui, j'en prends juste une ou deux comme ça. Première personne, ce n'est pas une question, mais c'est une remarque. Le Cameroun ne se développera pas tant que ses citoyens à tous les niveaux ne se reconnaîtront pas individuellement responsables d'un bien commun à protéger. Ne serait-il pas judicieux de penser à un projet dans ce sens? Donc, ça rejoint peut-être dans le cadre de la base de données. On parlait des Camerounais qui doivent se retrouver. Rebecca, il y a une question pour toi à propos du plan. On suppose que peut-être ce n'est pas le lieu, je ne sais pas, ce sera à toi de le dire. Relativement à ce que voilà, le professeur Achille a dit, et tu disais il y avait un plan, et on voudrait juste savoir, est-ce que c'est le lieu, est-ce qu'on peut avoir, je ne sais pas, un insight à propos? Voilà. Yeah, Ms. Enonchong, before you answer that, because I don't want to break the conversation, can you please, when you're answering that, the plan, include the plan for the upcoming elections or not? So in the plan, what is the plan? And also an inclusion of how the plan revolves around the upcoming elections.
And we will take that question as well for the other moderate panelists. Thank you. I think that what I am able to say about the plan has been said by both Achille and sorry, Professeur Achille. C'est pas bien d'avoir les gens qui se connaissent trop sur les. Professor Achille and Dr. Chris pointed some needed elements. What makes a government fall, right? What are the elements? I think Chris listed 4. What are the elements that make a government fall? How do you evaluate what your strengths, nos forces dans ces 4 éléments qui font tomber un régime? Où sont nos forces? Où sont nos faiblesses? Comment on arrive à passer d'un à l'autre? Et pour que nos forces, nos faiblesses deviennent nos forces. Et qu'on arrive à reverser la situation actuelle. Et donc, je pense que ce que nous devons faire, c'est reconnaître où on a les forces dans ces 4 éléments, reconnaître où on a nos faiblesses et changer la donne. Et donc, en gros, c'est ça le plan. C'est ça le plan, c'est pas un secret, c'est pas un mystère. Et ça se fait comment? Ça se fait en prenant certains des éléments. Et je pense que tout le monde a déjà parlé, c'est-à-dire ce que Achille a dit sur le rôle de la diaspora, toute la communication, toute l'information, tout le lobbying auprès de nos partenaires étrangers, y compris ceux qui apportent du soutien financier au Cameroun. Donc, comment ne pas hijack que le régime actuel n'engage pas les autres générations dans des mauvaises décisions qu'ils sont en train de prendre. C'est à nous, en fait, c'est à tout le monde d'aller envers ses partenaires et dire que quand vous prêtez de l'argent, ça nous fait du mal. Ça nous fait du mal et ça fait du mal à toutes les générations et ça crée des instabilités qui ne sont pas d'aujourd'hui, qui vont continuer et qui vont seulement s'aggraver. Et je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que le Cameroun d'aujourd'hui, à cause du climat social, à cause des pressions économiques, est incroyablement instable. Et cette instabilité-là, elle n'aide pas nos partenaires internationaux. Bien sûr, on sait qu'elle n'aide pas la population, mais elle n'est pas rassurante pour les gens qui ont investi dans le pays ou qui ont donné des prêts au pays. Et donc, toute la stratégie et le plan, il y a tous ces piliers dont a tellement bien parlé Chris, tous les éléments, toutes les choses que nous devons faire, comme le professeur Mbembe les ont énumérées, ça fait tout partie d'un groupe de choses qui inclut donc le travail de la diaspora, le travail de la population qui est sur le terrain. Donc, je pense que c'est ça que je peux dire. Par rapport aux élections, je pense que la réponse à la position du président Tchiroma sur les élections, et c'est la même position que moi j'ai, elle est dans cette projection que nous avons dans le futur. C'est-à-dire que le professeur Mbembe et Dr. Chris Fomunyoh ont très bien parlé du Cameroun de demain. Dans ce Cameroun de demain, est-ce que la petitesse d'avoir un petit truc à l'Assemblée, on n'aura pas la même Assemblée. Et donc, il faut d'abord être conscient qu'on va vers le Cameroun de demain. Si on n'a pas espoir, si on n'a pas l'optimisme de savoir que on est en train d'aller vers le Cameroun de demain et que ce Cameroun, il va être complètement différent avec une nouvelle constitution. Il n'y aura pas cette assemblée. Et donc, ce ne sera pas avoir un truc d'élu ne sera pas une condition pour être président de la République. Et donc, on est en train de construire ce Cameroun de demain. Et donc, je pense que la première chose qu'il faut, en répondant à cette question sur les élections, est-ce qu'on va aux élections ou pas, c'est de savoir, est-ce qu'on y croit?
Est-ce qu'on croit, est-ce qu'on est confiant qu'on va y arriver? Et moi, je suis confiante, peut-être parce que j'ai a little bit more insight into what's happening que les autres. Et je pense que c'est notre responsabilité de mieux communiquer, qu'on est confiant, on sait comment on va y arriver. Maintenant, maintenant qu'on a cet optimisme et qu'on sait que on va y arriver. On va y arriver, donc on n'a pas besoin d'être à l'Assemblée, on n'a pas besoin d'être à la mairie. J'aimerais vous rappeler une chose, c'est que les élections présidentielles ont eu lieu il y a juste un peu plus de 3 mois. Ce n'est pas il y a 2 ans. Donc, s'il y avait 2 ans, peut-être que cette conversation, elle serait différente. Mais quand nous avons gagné ces élections, nous, le peuple, avons gagné ces élections, c'est tout le peuple. Et je vais dire que beaucoup ont sacrifié. Et certaines personnes ont fait le sacrifice ultime. Leur sang, il est encore frais. Comment osons-nous traverser leur sang, traverser leur corps, marcher sur des personnes qui sont encore à la mort, dont les corps sont encore entre les mains du régime? Comment osons-nous, dans ce contexte où des personnes sont encore arrêtées par rapport aux élections d'il y a juste 3 mois, comment osons-nous oublier le sang qui a coulé pour la vérité des urnes et dire que on va passer, on laisse tomber, on va passer à autre chose. Moi, je n'y arrive pas. Moi, je n'y arrive pas. Et de manière pratique et pragmatique, on va faire quoi là-bas? Dites-moi, on va faire quoi pendant ces élections? Moi, j'appelle même pas des élections, c'est des nominations. Parce que c'est comme si on a gagné la Coupe du Monde. N'est-ce pas, on a gagné la Coupe du Monde, n'est-ce pas, on a gagné. Quand je dis qu'on a gagné la Coupe du Monde, c'est qu'on a gagné les élections présidentielles. C'est comme si une équipe gagne la Coupe du Monde. En fait, gagne la Coupe du Monde et marque plus de buts que son adversaire. Tout le monde a vu que ton équipe a marqué plus de buts. À la fin, on dit que non, ton adversaire a gagné. Ton adversaire a gagné. Et donc, ton adversaire te dit que ouais, Achia, bon, c'est pas grave. Tu peux aller compétir là-bas en 3e division. Mais c'est nous qui choisissons le stade. C'est nous qui choisissons l'arbitre. C'est nous qui choisissons ton coach. C'est nous qui choisissons tes joueurs. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on veut aller faire quoi? C'est eux qui vont décider. Même si vous arrivez et vous avez plus de votes, même si vous arrivez à avoir plus de votes, et bien sûr qu'on va gagner. Si on allait aux élections, on allait avoir plus de votes, comme on l'a eu pendant la présidentielle. Mais ils vont nous donner les sièges qu'ils ont envie. C'est des miettes. C'est qu'on accepte leurs miettes. Et qu'est-ce qu'on fait psychologiquement? C'est que on a déjà passé, on est en train de marcher sur les corps des personnes qui sont mortes pour nous, des personnes qui restent incarcérées aujourd'hui. On a des gens en prison. On a des gens qu'on arrête encore. La semaine, il y a pas une semaine, le photographe officiel de la campagne de Monsieur Tchiroma a été mis aux arrêts. Donc, on va oublier tout ça pour qu'on nous appelle honorables. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Les gens sont morts. Les gens sont morts. Anissa et Kanaé encore entre les mains du régime. On ne l'a pas encore enterré. Sa famille n'a même pas encore récupéré son corps. On parle de quoi? Ils sont morts pour rien. Ils sont morts pour la vérité des urnes. Et moi, je vais continuer à me battre parce qu'ils se sont battus et leurs morts ne seront pas pour rien. Parce que ce régime, on va le renverser. J'en suis complètement convaincue. Et je sais que Achille et Chris sont aussi convaincus parce qu'ils sont en train de préparer l'après-régime pour être sûr que quand on y arrive et on le fait bien. On y arrive, on le fait bien. Donc, je vous supplie, n'oublions pas qu'on est encore dans le combat. Le combat, il n'est pas fini. Le combat du résultat des urnes du 12 octobre, c'est juste il y a 3 mois. Donc, que le sang de nos compatriotes
que ceux qui sont encore incarcérés ne soient pas faits pour rien. Je vous en supplie, il faut y croire. On va y arriver, il faut y croire. Merci. I hope that answers your question, Judith. Non, oui, ça a répondu à la question. Et pour moi, oui, professeur Achille Mbembe, Dr. Chris, Rebecca, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelle porte pouvez-vous nous aider à ouvrir pour qu'on puisse y aller ensemble? La raison pour laquelle beaucoup de personnes sont très contentes, le feedback qu'on a. S'il vous plaît, permettez que j'arrête un peu ici pour rappeler aux auditeurs, on a besoin que vous preniez le survey. Certaines personnes aussi nous demandent à pouvoir joindre même Project-C. Si ceux qui nous écoutent parmi les panélistes, les modérateurs peuvent partager le lien, je vous en supplie. Si on peut partager le lien de notre forum, on a un forum WhatsApp, le forum général, et le survey aussi, on aimerait vraiment qu'au moins 100, 200, 500 personnes au maximum prennent le survey qu'on a partagé avant. Donc, pendant que peut-être Mike en background ou Judith peut aider à partager les liens. Yeah. Non, je voulais dire Oui, qu'il faut qu'on laisse professeur Achille, Dr. Chris, pour répondre à ce que Rebecca a dit à propos des élections, parce que l'émotion... Oui, c'est ça, c'est la question que je voulais poser, le deuxième volet. La première, c'était comment est-ce qu'on peut vous aider, Rebecca? La raison pour laquelle beaucoup de personnes qui nous écoutent sont venues et ont beaucoup encouragé. Je rappelle qu'à cause de ce que vous avez dit la semaine passée, on a eu 37 000 personnes. Ça montre à quel point les gens sont intéressés. Ça commence à compter vraiment. Et on voudrait capitaliser sur vos conseils. Rebecca, professeur Achille Mbembe et Dr. Chris, quelles sont les portes que vous pouvez aider les Camerounais qui vous écoutent et qui veulent s'impliquer à emprunter? Comment est-ce que votre expertise, vos relationnels, peut aider les Camerounais qui veulent se mettre à votre disposition pour aider? Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est, professeur Achille, Dr. Chris, qu'est-ce que vous pensez des élections qui viennent? Les législatives, bien sûr. Achille, vas-y d'abord. Écoutez, bon, alors c'est pas une question facile, mais je vais essayer de répondre avec un minimum de sang-froid. Et ce minimum de sang-froid m'oblige à dire une ou deux choses. La première, c'est que dans ce pays que nous appelons le Cameroun, il n'y a jamais eu d'élection libre et transparente. C'est un fait historique majeur. Et cela date de l'époque coloniale. Ce n'est pas un problème qui a commencé aujourd'hui. Ça a commencé dans les années 50 sous la colonisation. Et donc cette tradition de viol des urnes, c'est-à-dire du mépris structurel, institutionnel de la volonté populaire, cette tradition fait partie, je dirais, de l'ADN même de l'État camerounais. Rien, objectivement, à l'heure où nous parlons de toute façon, n'a changé, qui indique que les prochaines élections seront différentes. Les conséquences sont évidemment extrêmement graves, dans la mesure où ce que je suis en train de dire, c'est que le peuple camerounais n'a jamais, dans sa courte histoire moderne, été en position de choisir librement ceux et celles qui devaient le représenter, que ce soit au niveau local, au niveau régional ou au niveau national.
Et donc, il n'y a pas de souveraineté, au fond, là où le peuple n'est pas capable de désigner librement ceux et celles qui doivent le diriger. Et le pouvoir, dans ce contexte, ne peut pas être un pouvoir légitime. Je crois que c'est un élément absolument important dans toute réflexion, disons, générale sur les élections au Cameroun. Mais bon, on sait à quoi nous avons affaire. Le gouvernement va évidemment organiser des semblants d'élections. Il va frauder comme il l'a fait depuis le début. Il va intimider, il va dépenser beaucoup d'argent, il va coopter, il va corrompre, il va brutaliser les gens. Et cela ne m'étonnerait pas que, à l'occasion des prochaines élections ou pseudo-élections, il y en ait qui perdent une fois de plus leur vie. D'où l'importance de ce à quoi nous faisions référence tout à l'heure. L'après devra de toutes les façons inclure une profonde réforme du système et des processus électoraux pour que, pour une fois dans notre histoire, nous puissions désigner librement ceux et celles qui doivent nous diriger et que nous puissions nous positionner sur des projets concurrents. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que cela implique donc pour la prochaine farce? Parce que ce sera une farce. Je crois que, objectivement, il y a des raisons pour pousser à ce que j'appelle le débranchement. Il faut débrancher. Parce que le régime se sert des pseudo-élections comme un malade au ICU. C'est une manière de respiration artificielle. Et il faut débrancher la machine qui permet cette respiration artificielle. Alors, le débranchement, ça peut se faire de plusieurs façons, en ne participant pas aux élections, mais boycotter les élections en soi sans, disons, expliquer pourquoi on boycotte, ne nous mène pas très loin. Et donc, en gros, je pense qu'on peut utiliser ce moment comme un teach-in, un grand moment de réflexion collective autour justement de ce que ça veut dire d'élire ses propres dirigeants. On peut mobiliser les communautés, les organisations, les associations autour de cet événement-là. Mais dans le but justement de renforcer la participation au mouvement qui vise à mettre fin à ce régime. Ça, c'est, disons, une réflexion d'ordre général. Chris évoquait tout à l'heure un certain nombre de points, à mes yeux, extrêmement importants. Je pense qu'il y a nécessité de renforcer, pour ce qui est de la diaspora, nos capacités d'analyse et d'anticipation. Comment? Je ne sais pas. Il faut des clusters, il faut des chantiers, il faut mettre en place de petits dispositifs qui nous permettent justement d'amorcer ou d'accélérer cette réflexion. Mais je pense qu'il y a 3 exemples de possibilités qui s'offrent à nous, qui peuvent permettre de mobiliser le peuple camerounais. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai évoqué la possibilité de mobilisation intense autour des funérailles d'Anissé et Kané. Évidemment, la dépouille des Kané est toujours entre leurs mains.
tout comme d'ailleurs d'autres dépouilles. Mais il y aura un moment où il faudra bien remettre cette dépouille à ses héritiers et à ses héritières. Faisons de ce moment un grand moment de resignification, de repolitisation et de mobilisation. Il y a, et Chris l'a mentionné tout à l'heure, la visite du Saint-Pontife. Transformons ce moment en grand moment de mobilisation, pas seulement pendant, mais avant que le Saint-Pontife ne pose ses pieds au Cameroun. Inondons le Vatican de nos voix. Trouvons les moyens, justement, de faire parvenir aux instances du Vatican la voix des Camerounais. Cela est possible. On peut trouver les moyens d'acheminer au Vatican, disons, ces pétitions, ces plaidoyers, pour qu'il arrive au Cameroun en sachant exactement où est-ce qu'il est en train de mettre les pieds et dans quoi est-ce qu'il est en train de compromettre, disons, l'Église catholique. Il y a un troisième front, à mon avis, et là on aurait besoin de nos grands juristes, des collègues qui travaillent dans les grandes institutions financières internationales, c'est de relever le niveau d'alerte au sujet de l'endettement du Cameroun. Ou, pour le dire précisément, au sujet de la politique en cours par un régime illégitime d'obtention de crédits de toutes sortes qui sont des mauvais crédits. Ce sont des campagnes qui ont été menées dans d'autres pays. Il faudra apprendre sans doute de ces pays-là, mais je crois que c'est un front que la diaspora peut effectivement mettre en route. Voilà quelques éléments assez concrets, mais là également, c'est des choses qui doivent mettre en branle nos intelligences et nos expertises et nos capacités de mobilisation. Je m'arrête là et je remercie une fois de plus le projet C pour cet important travail qu'il faut évidemment, qui ne fait que commencer, qu'il faut continuer. Oh, effectivement, le travail ne fait que commencer. Et c'était la question qu'on posait à Rebecca et à Dr. Chris. Avant que Dr. Chris éventuellement ne donne son point de vue sur les élections à venir, on voudrait mettre à disposition de toutes les substances grises, la diaspora, la population camerounaise. Est-ce que vous identifiez s'il y a des organisations, parce que l'objectif, c'est de pouvoir récupérer tous les conseils, toutes les orientations, tout ce que vous donnez, et de pouvoir le mettre à la disposition du peuple camerounais et savoir quelle porte, quelle facilité vous pouvez, n'est-ce pas, ouvrir. C'est Dr. Chris qui devait dire quelque chose, après quoi nous reviendrons. Éventuellement, on a le temps, c'est toujours difficile de garder le timing, le temps qui nous était imparti. C'est à cause de la richesse des discussions, mais on est obligé de faire avec Dr. Chris. Oui, merci Herman. Et je dirais que effectivement, des canaux existent, des organisations existent, et ce serait peut-être plus idoine de traiter directement avec le projet C ou le comité qui travaille sur ces choses-là, qui saura mieux gérer les informations qu'on mettra à leur disposition. Donc, je suis disponible, même après l'appel, en off, d'échanger de manière spécifique sur les personnalités qui peuvent vraiment nous venir en aide. Et puis, vous autres, au projet C et Rebecca et toute l'équipe sauront
comment gérer ces relations-là, au lieu de les verser sur la place publique d'une manière qui peut ne pas être productive. Je dirais aussi qu'il y a un fait qui est connu, c'est que la diaspora camerounaise a toujours été très mobilisée, mais de façon sémentée, de façon un peu fractaire. C'est-à-dire, lorsque une partie de nos populations avait des grèves, la diaspora liée à cette partie se mobilisait et ça se faisait entendre. Dans les années 90, lorsque le SDF voulait se lancer et avec tous les problèmes autour des élections de 92, la diaspora affiliée au SDF était très mobilisée et avait même réussi à l'époque à faire inviter John Frundi à la cérémonie de prestation de serment de Bill Clinton, ainsi de suite. Lorsqu'en 2016, 2017, la crise, le conflit anglophone a commencé, on a vu comment la diaspora anglophone s'est mobilisée à travers l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, tout l'Europe et même le continent africain pour se faire entendre. Et en 2018, lorsque le professeur Maurice Kamto a eu des difficultés après les élections présidentielles de 2018, on a vu comment la diaspora affiliée au MSC s'est mobilisée. Le problème qu'on a eu pendant tout ce temps, c'est que chaque diaspora s'est mobilisée pour le problème qui la concernait directement. Il nous revient maintenant à nous de faire passer le message que le Cameroun, à l'heure d'aujourd'hui, est devant une circonstance existentielle. Ce n'est plus une crise segmentée, ce n'est plus une crise sectorielle, c'est l'avenir de tout le Cameroun qui est en jeu. Et maintenant, le défi serait comment mutualiser les efforts pour nous faire entendre de la manière la plus forte que possible. Et ça, c'est le travail que nous devrons faire pour mutualiser les efforts de tous ces diasporas qui existent et qui ont des réseaux et qui savent se mobiliser et qui, par le passé, se sont mobilisés, mais pour des causes sectorielles ou segmentées ou fragmentées. C'est à nous maintenant de faire l'agrégation. Je voudrais, par rapport aux élections, je crois que Rebecca et Achille ont tout dit. Et ce n'est pas une question facile, même pour ceux qui voudraient participer. Encore plus pour moi-même qui, donc, le devoir professionnel exige aux citoyens une participation active dans des activités électorales. Mais nous devrons prendre un peu de recul et nous poser la question, est-ce que là dehors, sur les 30 millions de Camerounais, est-ce qu'il y a un Camerounais qui pense que pour les élections législatives, l'ECAM va se contredire, alors que le cas de l'élection présidentielle, alors que les chiffres concernant l'élection présidentielle font encore l'objet du contentieux, du dispute. Est-ce que vous pensez que l'ECAM va dire qu'il n'y a pas eu 6 000 votants dans ma circonscription de Batibo, alors que les villages ont été abandonnés depuis des années et il n'y a même pas eu 1000 personnes qui ont voté et que l'ECAM a déclaré 6 000, vous pensez que dans 3 mois, entre 3 mois de la présidentielle, l'ECAM viendra maintenant donner des chiffres qui vont démontrer que le RDPC n'a pas gagné 86% dans le Nord-Ouest, même s'ils ont perdu des personnalités, y compris un député, autour de l'élection présidentielle, parce que les populations contestaient justement les chiffres de l'ECAM. Est-ce qu'il y a quelqu'un là dehors qui pense que l'ECAM va dire la vérité sur les législatives, alors que cette vérité n'a pas été dite pour les présidentielles? Non, ils ne vont pas se contredire. Donc, chacun devrait se poser la question, est-ce qu'il est important d'aller faire valoir pour donner encore de la légitimité aux gens qui sont en train de vouloir construire une république sur du faux? C'est dommage.
Vous savez, Václav Havel, qui a été connu, qui a commencé comme prisonnier politique, mais qui était un grand philosophe et qui a fini par être président de la République tchèque. Il a écrit un livre pour expliquer pourquoi le communisme a survécu pendant des années. Justement parce que tout le monde faisait le jeu de faire valoir. Et chaque matin, chaque individu posait sa plaque qui avait été imposée par le régime sur les populations, une plaque qui chantait les louanges du Parti communiste, du communisme. Chaque citoyen posait sa plaque chaque matin, jusqu'au jour où un seul citoyen a dit non, je ne pose plus cette plaque. Et les autres ont suivi. Malheureusement, nous sommes dans une situation où nous avons été habitués à accepter l'inacceptable. L'inacceptable. Une élection présidentielle, c'est la seule élection, le seul contrat qu'un président de la République négocie en plein vue et au sud de tout le monde, du monde entier, avec ses populations. Si un président de la République vole une élection présidentielle, tuer quelques journalistes comme ils ont tué Martinez Zogo, arrêter des innocents, tuer quelques innocents, ça devient des petits détails. Donc, évitons de légitimer les choses qui ne sont pas correctes. Parce que dans le Cameroun de demain, dans l'avenir, si on devrait corriger tout cela, il va commencer par avoir la capacité de faire la distinction entre le faux et le vrai. Nous sommes dans un contexte où les valeurs ne comptent plus. L'intelligence ne compte plus. C'est des relations, c'est des affiliations tribales et autres qui viennent en jeu. C'est la fausseté en plein jour, où un jour, on dit que le président Anissé Ekane n'est pas président de son parti politique, et quelques semaines après, on remet en place les documents officiels pour dire que c'est lui le président de son parti politique. Mais vous voyez, on ne peut pas tolérer, on ne peut pas devenir complice de ce genre de comportement. Et je crois que l'idée de projeter ce Cameroun nouveau, le Cameroun de demain, un avenir différent aux gens, c'est un point de ralliement. Et je soutiens vraiment la proposition du professeur Achille, que ça rejoint déjà ce que le projet C et le groupe autour du président Issa Tchiroma Bakary a fait au mois de novembre auprès des régionales. Donc, organiser une conversation semblable autour de l'Israël pour éveiller les consciences, pour rappeler aux gens que le titre d'honorable pour quelques jours, ça ne vous donne rien. Ça vous prive de votre dignité, de votre fierté. Je crois que ce sera beaucoup plus bénéfique parce qu'on sait d'avance ce que les autres envisagent pour ces élections. On sait déjà les calculs qu'ils ont faits et les annonces qu'ils vont faire. Ils ne vont pas vous dire que Djibril Kabaye va perdre les élections à Toumbouré, même à son âge. Il n'a même pas besoin d'aller battre campagne parce qu'ils ont vu que le champion au présidentiel a gagné sans aller battre campagne. Alors, si nous ne mettons pas fin à ce genre de pratique, c'est-à-dire nous sommes en train de cautionner des choses qui vont peser sur l'avenir des générations à venir. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Je vous remercie. Merci, Chris. Okay. Thanks, Dr. Chris, and thank you to the panelists. So we are going to try to get everybody else engaged. So let's take a bit of a moment before we go any further. We really need to do something very, very important, right? Because we need everybody engaged here. For 43 years, we've talked, and we are still talking. We've complained. We've sent money back home and hoped someone else will fix it. So now, here, for all of us, let's stop hoping. Today, as we are all sitting on here, let's commit.
all the panelists are saying we all need to make the change. We need to work. We need to put ourselves to work. So Project C is going to be building some working groups, right? Which will be the building blocks of a new Cameroon. Pillar 1 will be governance and institutional reform. Pillar 2, social cohesion and community engagement. Pillar 3, international outreach. Pillar 4, economy and reconstruction planning. And these are the things we have been talking about today. In a moment, we're going to share a link in the Zoom and the streaming platforms. This is not a survey. This is a commitment form. When you fill it out, you're saying, I am not a spectator anymore, I'm a builder. So let's be direct. We do not need anything else right now from you with all the talking we've done. We need your name, we need your skills, we need your commitment. There are just 3 things we want you to talk about: which pillar you will build, what skills you bring, and how many hours per month you can give. That's it. No obligation to do more than this. Just your word that you're in this fight. Our panelists have given their time, their reputation, their voices. Now it's your turn. The link will be shared. You have up until the end. We'll give you 3 minutes even so that we can give the results afterwards. You have to fill the form. You have to tell us whether you commit or not while you're here and while this conversation is still hot. We will share the results. So, which pillar will you going to build? Governance, social cohesion, outreach and advocacy, economic reconstruction. Please make sure you feel that now it's a call to action, and we need to do this to be able to carry the work forward. Herman, I don't know if you want to add this in French and call people to take part, but it's very important. Merci beaucoup, Judith. On s'arrête. Beaucoup de personnes ont reproché jusqu'ici le fait qu'on continue, on ne fasse que parler. Pendant 43 ans, on a parlé. Beaucoup de personnes, même quand elles rejoignaient le Zoom, le groupe, c'était au-delà des paroles. Qu'est-ce qu'on fait? On remercie beaucoup l'intervention du Dr. Chris. Merci beaucoup, professeur Achille. Maintenant, c'est à nous d'agir. C'est à nous de nous mobiliser et de montrer qu'on n'est pas juste spectateur. Rebecca le disait, excuse-moi, Judith le disait tout de suite. Nous prenons un engagement. On va partager un lien dans les prochaines secondes. Le docteur Chris a dit tout à l'heure qu'il ne pouvait pas partager certaines informations pour que ce ne soit pas mal utilisé. Ce sera fait avec Project C. Project C a pris cet engagement et ça va se faire au travers de nous. On a 4 piliers. Démocratie. Judith, s'il te plaît, tu peux juste les rappeler on va les noter. Pilier 1. Démocratie. Governance and reform. OK. Gouvernance et réforme. Yeah. Then you have social cohesion and community engagement. Cohésion sociale et engagement communautaire. International outreach and advocacy. Okay. Je ne sais pas comment traduire exactement outreach. International outreach. Si Rebecca peut m'aider un peu. La plaidoyer sur l'international. Voilà, plaidoyer international. And then economic and reconstruction planning. Planification économique et reconstruction. Voilà. Voilà les 4 piliers sur lesquels nous sommes appelés à nous engager. À partir de là, le peuple camerounais sur le terrain, la diaspora, toutes les personnes de bonne volonté vont donner combien de temps elles sont prêtes à s'engager. On va partager le lien. Je ne sais pas si le lien est déjà disponible. Oui. Voilà, le lien vient d'être partagé, effectivement. Le lien vient d'être partagé. Il y en a aussi qui sont en train de demander à pouvoir rejoindre le groupe WhatsApp. C'est sûr qu'il sera aussi partagé de ce côté-là, mais le lien est partagé, s'il vous plaît. Vous pouvez le partager dans vos groupes, vous pouvez le partager dans vos réunions, vous pouvez le partager à vos amis. On a tous des groupes WhatsApp, on a tous des groupes, tous les groupes sur lesquels on est, dans nos corporations professionnelles, on a des ingénieurs, on a des juristes, on a des économistes, on a tout le monde, des agronomes, la diaspora camerounaise, on est 4 millions.
Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Donc, nous prenons ce petit moment pour en faire un moment d'engagement. Rebecca parlait d'un plan éventuellement qui arrive. Je suis presque certain qu'une telle mobilisation pourrait aider énormément dans ce cadre-là. Je ne discutais pas avec Rebecca, je n'en sais rien. C'est juste quelque chose me dit que voilà, ça pourrait aller dans ce sens-là. Elle pourra me corriger si je me trompe. Donc, merci beaucoup, Judith. Jusqu'ici, on voulait juste faire cette communication. Thank you, Herman. So the ask is this: you do this, you give your commitment, and we'll then engage the experts like we have on the panel today to work within those pillars. So if you want to help and push forward the agenda that our panelists have spoken of today, please fill that form and we'll take it from there. So before we say anything else, I'm going to, because we are now getting to the end of the close, we will ask our panelists to close, and then we will bring in Array. Mike, I know you are in the background. Hopefully we are not missing anything to add to this. And we will come back once we hear from the panelists. We listen to some words from Array, then we will come back to looking at the polls. Is that okay, Mike? Because I put up my hand. My hand. Okay. So yes. we'll come. So we are now going to come back to the panelists. So before you come to the panelists, yes. Before you come to the panelists, can I suggest? Can I suggest that you and Herman just read all the questions that you may have received as a way of acknowledging the people who have taken time to post their questions, so that they know that their questions were read. And even if we don't respond to that in our closing remarks, or we can use that as a lead for our closing remarks, we would at least have that as food for thought for your next week's convening. But let's read all the questions that were posted if you have them at all. Thank you. Thank you so much, Dr. Chris. That's an oversight on my part, because it's actually on the program, and I think the pressure for time was getting to me. So, okay. So what we'll do, we actually have written in the chat, we have quite a few questions. So, Herman, I will just quickly go through. I hope you can read, you can see them as well. So, first one, I have a question over. Yes. I wasn't here last week. Could you share more about the debate of the diaspora? Can you share more about what the database of diasporans can actually do? I think that is already being answered. So we are going to collect the database of diasporans, and we'll carry the work forward in those 4 pillars. Keep talking about transition. Transition to what? Government of transition led by who? Especially when Cameroon has an elected president. I think that has been dealt with, but I will just keep reading, like you say. The Cameroonian diaspora is rich with brilliant ideas. How do we link diaspora ideologies and theories with in-country citizenship actions? These have not recently materialized into concrete actions. Recently beyond the ballot of Mbembe and Fomunyoh. From Professor Mbembe, Dr. Fomunyoh, the starting point remains: how do we get to power in order to rebuild the nation? What is the smart plan to reach A to D? Next one, Abacha went away suddenly. It can happen in Cameroon. Do we have plans in line with what Prof. Mbembe proposed so we can run immediately it happens? Next question, for those not present, what are some practical, safe ways to communicate the mission of Project C? For example, the 4 pillars. Herman, you want to take the next few? Yes. Le Cameroun ne se développera pas tant que ses citoyens à tous les niveaux ne se reconnaîtront pas. Ah oui, nous l'avions déjà dit. Ne serait-il pas judicieux de penser un projet dans ce sens, tant que ces citoyens ne se reconnaîtront pas individuellement responsables d'un bien commun à protéger? La même personne, je suis très intéressé par ce projet-ci et j'aimerais être rajouté dans vos futures communications. Comment le faire? Bon, nous avons dit il y a le lien qui sera partagé ou qui a déjà été partagé.
Et Isabelle, tu peux juste le joindre. Merci pour aujourd'hui. J'ai pris le lien dans le forum. OK, je me connecte immédiatement. Thank you for the debate. Much appreciated. How do you pass from words to action concretely? What do the panel envision to a stable and inclusive Cameroon in 5 years' time? I think Chris answered some of the way forward, reforming the electoral code and electoral commission, vibrant civil society, and involvement of the diaspora. And another one, I believe that one of the most important points to be addressed aftermath is definitely the restructuration of people in order to promote the vivre ensemble, and most importantly, work on how to eradicate corruption and promote social welfare in the country. Ensemble, nous devons rééduquer le peuple sur la notion de bien public ainsi que le vivre ensemble, l'éradication de la corruption. Un autre temps qu'on n'aura pas maîtrisé le BI, l'armée et les milices du Moulinex, on ne peut pas avancer. Ils sont grassement biberonnés, ils ne prendront jamais leurs responsabilités. OK. Bonsoir, je félicite les organisateurs et les panélistes. Je voudrais ici vous proposer de mettre un focus sur la relève générationnelle en les formant au leadership politique pour porter les objectifs de démocratie, de l'état de droit, etc. La lutte peut prendre du temps et a donc besoin de personnes pour porter les idéaux des populations du Cameroun dans le temps. Je vous remercie. I agree with Rebecca. I agree with what Rebecca just said on condition that we have a plan to get them out of power before the next presidential election. Otherwise, we may need to fight from inside by going for the next election. Okay. I don't know. We just want to, I disagree with boycotting elections. Yeah, okay. I disagree with boycotting elections and giving people another excuse for winning. No question. Rebecca will like this one. I disagree with boycotting elections and giving another excuse for winning. No question. So as a multi-pronged approach, if Cameroon was not, yes, you did? No, we're having problems with your connectivity, so I don't know if people can hear you. Oh, wow. Okay, let me try. Yes, as a multi-pronged approach, if Cameroon was an island, what could we do with just Cameroonians in Cameroon or abroad to effect change? Dependence on international bodies sometimes comes at the expense of our natural resources. Très bien, bravo pour cette action, très sincèrement. S'il vous plaît, je voudrais être sur le groupe WhatsApp de Project C. Je voudrais le lien contenant l'enregistrement complet des échanges car j'ai eu le lien en retard, donc je suis en retard. Bon. C'est ça, voilà en gros les commentaires et les questions, Dr. Chris et Professeur Achille. Okay, so thank you so much. So thanks, Herman. And thanks to all the participants for sending those questions. I know we have some other questions on the stream for those who are streaming. Professor Chris, because of time, I think what we will do with the ones that we have on the streaming, we will diligently go through those questions and forward them to you. And we will make sure that those are shared both in the forums, and we'll look for a way to do that on the streaming channels as well, which are like Facebook, Twitter, and all of that, and those questions will be answered. For the sake of time, we will now come to you, the panelists, to round up, and we'll come back with the polling results as well. So I will start with you, Dr. Fomunyoh. Well, thank you very much, Judith, and our moderators, as well as my co-panelists. It's been such an honor to participate in this conversation with all of you. I really also want to thank the participants for showing up, setting your alarm bells, getting up, depriving yourself of other social activities that you may have programmed for today to participate in this conversation, especially our brothers and sisters on ground zero. We feel the pain that you go through on an hourly basis, not even a daily basis, an hourly basis. But if this conversation is anything, it's a demonstration of the fact that we're in this together. We're in this together. Ideas are beginning to form. And when you look at the history of our country, we have never had this kind of opportunity too. It's incumbent on us when crises happen, sometimes you have to creatively find ways
to transform them into opportunities. When reunification, when independence was granted, these kinds of conversations may not have happened among citizens. It was all elite bargains between the elites at the time and the colonial masters. When reunification took place, it was a bargain between the political elites on both sides of the River Mongo. In 1982, when Feudjio suddenly decided to resign and project Biya into the presidency of the Republic, there was no conversation with citizens. And so here we are, beginning to have conversations about how to project our country and ourselves into the Cameroon of tomorrow. This is a real opportunity, and I've learned so much from this. And my hope is that we continue to think through how we can, leverage what we have, how we can aggregate our efforts to make the change happen that we really wish for and that our people deserve. I leave from this conversation with quite some level of optimism and determination to do more, and confidence that we will get there. Many other countries that have been cited in this conversation probably didn't have the assets that we do have. Yes, everyone has got challenges, but there are a number of factors that work in our favor. And if we do a clean assessment of the leverage, the assets that we have, and how to activate them, we may get to the finishing line even sooner than some people anticipate. So let's keep working at it, and hopefully the change that we so much desire and deserve will come sooner than later. Thank you very much for this opportunity, and I look forward to future conversations. Thanks, Dr. Chris. So same to Professor Achille. As usual, Chris, he has this amazing capacity to say beautifully what some of us are simply, entertaining. I would like to thank Project C. I think it's probably the most promising initiative Cameroonian civil society in the diaspora has taken of late. Thank you, Judith. Thanks, Herman. Thank you, Eric. It was a total pleasure to listen again to Chris, to listen to Rebecca. I would like to thank the audience and acknowledge the very thoughtful comments and questions that have been shared. I would like to come back to just one point Chris mentioned early on. The time has come for a mutualization of both our resources of all kinds and a mutualization of our goals and objectives. This can be done, and that's the second point, through the deployment of our collective intelligence. I think that if we build the current moment of our struggle on the commitment to nourish, nurture, and deploy that collective intelligence of our people, will go further than during earlier moments of our struggles for emancipation. So I would like to thank you and commit once again myself to providing, giving whatever time is needed to support this project. Thank you very much. Merci. Thank you so much. Thanks, Prof. Rebecca? Wow, how do you follow such eloquence? I just really want to remind everybody that we can do this. We didn't believe we could win a presidential election, actually have more votes. And
therefore, we can get to Etudi and we can put all of these wonderful ideas and all of this collective intelligence to work for the new Cameroon, the other Cameroon, the Cameroon that we all dream about. It's really possible. And I can tell you that there are practical ways to get there, and that those practical ways will be shared with Cameroonians. And we'll work together to get to our destination. I am absolutely sure of it. I am certain of it. And I think we're at such a turn in our history. Remember how it's not a political party that won the election. It's a coalition of the people. And it's that same coalition of the people, regardless of political party, regardless of social level, regardless what happened on October 12th, is that all of Cameroon, we came together for a common goal. And it's that same collective group that will get us to where we need to be. And so I thank Project C, even though I'm family, I thank Project C for bringing us together so that Cameroonians all around the world know that we have so many people that are committed to this new Cameroon, and they should not give up on Le Cameroun de demain. Thank you very much. Thank you, Becky, and thank you so much for giving your time again today, as you've done over the past years and specifically the past few weeks. So what we are going to do is Mike, who has been doing the IT in the background, will share a screen. Once we do that and look at the numbers, I repeat again, please, this is a call to action. We all need to be part of this, like our panelists have said. It is not going to happen without us. We need to put our best foot forward. So Mike, I don't know if you're ready to share anything. And then after that, the next thing on the agenda will be Ari coming in to speak. Mike? Yes, Judith, I'm just trying to bring up my screen. A second. Oh. Oops. Pendant que Mike le fait, je voudrais continuer à nous rappeler que nous avons le survey. Beaucoup de personnes n'ont pas encore pris le survey, et aussi il y a le lien WhatsApp. Je ne sais pas si le lien WhatsApp a été posté dans la plage questions-réponses. Judith, please, do you have it? Le lien, parce que beaucoup de personnes sont en train de demander à rejoindre le groupe WhatsApp. Beaucoup de personnes voudraient être impliquées. Je suis en train de essayer de super, poster. Merci. Merci beaucoup, Judith. Donc, ceux qui n'ont pas encore pris le sondage, il y a des questions très précises concernant notre positionnement, comment est-ce que nous voyons le futur du Cameroun. C'est notre perception du futur qui va déterminer jusqu'à quel point nous voulons nous engager. C'est sûr que si quelqu'un pense que tout va bien, il aura du mal à joindre un mouvement qui vise le changement démocratique au Cameroun. Mais la plupart des personnes, on rappelle la diaspora, c'est 4 millions de personnes. 4 millions. Quand on voit le nombre de personnes qui sont arrivées au Canada ces dernières années, aux États-Unis, en Europe, on pense qu'on a quelque chose qu'on puisse faire. Il y a quelque chose qu'on peut faire. C'est vrai que beaucoup de personnes veulent toujours te poser des questions à Rebecca. Il y en a qui sont toujours en train de demander à Rebecca, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi? Dis-nous. Voilà. We'll get to that. Et c'est vrai, hein, Achille a dit, we need to communicate better, and we will work on that. Yeah. Judith, do you mind just... On attend Rebecca. Hein? All right, Judith, do you mind just going ahead and sharing your screen? I made you, I think you'll be able to share the link, and then I can kind of talk through it. Dr. Chris still has his N. I don't know if it was an all N or if it's a new one, Dr. Chris. Okay. Merci. Sorry, that was an all hand. Thank you.
Thank you so much. Mike, can you guys see my screen? Yes, we can see We your can. screen, Judith. Mike, over to you. I think my screen is on. Mike, tu es muté. Je ne sais pas si Mike est en train de parler. I was. Yes. So Judith, you're on the dashboard, right? Right. Yes. Yes. Right. So just to summarize what we've been trying to do, is really to get the diaspora to weigh in, right? To really provide their perspectives. What are they thinking of? What do they want to see? And so the questions that have been answered so far really speak to that. So this is an ongoing activity. We have a small sample size, but at least it helps, everyone understand what people have on their minds and what their expectations are. So what we're seeing on the screen, and again, just high level, we've received, a small number of responses, but it's coming from 12 different countries, right? One of the key questions we asked at the beginning was really to get a sense of optimism. What do people feel, right? So again, the level of confidence sits at about 7.8%, at 7.8 out of 10, right? So that means that in spite of what is going on, people are still relatively optimistic, right, about their, about the future, right? So the present may be challenging, but people have a sense of optimism in spite of those circumstances. That, at least that's what the data is telling us. Now, there are a few key things to look at. So again, if you scroll up, Judith, one of the things we're trying to understand is, okay, representation, are we getting a lot of English speakers versus French speakers? Again, this number tells us that we are, we're getting some input from different groups. Please click on the view analytics piece, the very first one. Okay, so what we're seeing here essentially, and again, this is what people are telling us based on the information that's coming through, right? So again, the level of confidence, there are more people who are optimistic, right? We're also seeing, again, how all of that is being distributed. But the key thing around the pillars, what we're learning is, governance and institutional reform seems to be where a lot of people have some interest. Social cohesion and community engagement runs the second. Then the international outreach and advocacy and economic and reconstruction planning, those are the ones that are again at the bottom. But again, these numbers will move based on more participation. So it's really important for people to weigh in so that collectively we have a good sense of what the priorities are. And then at the bottom, it kind of gives a breakdown of where some of the responses have come from. We're seeing strong participation from France. France is stronger than the United States, which is very interesting. Cameroon, again, we're seeing some participation, United Kingdom, Germany, Belgium, and then there's an other. So this is really spreading. It means that the message from Project C is kind of, spreading across into different countries. So real quick, and again, this will be available in French and English, so everybody can see that. But Judith, do you mind just going back one more? Just click the button at the top to go back. I want to speak to the second piece, which is the builder poll. So just wait for it to load. Okay. You want to go back to overview? Yeah, so click overview to go back. And then let's look at the second, the builder poll. Okay. All right. So with regards to the builder poll, so what we're seeing here based on the responses is many people are interested in education training, right? So again, this is really a question of, the people who want to participate, what skills do they want to bring into this, right? So this really speaks not so much, the first one spoke to what people want, but this is speaking now more to what people are bringing, right? So we're seeing a broad range of
skill sets that are coming in. So we're seeing some people who are interested in education. Organizing and mobilization is a strong one. So again, a lot of energy there. Communication, law, policy, governance, healthcare. So we're seeing a broad range of skills that people think they can put on the table to add value to some of the pillars that we talked about at the very beginning. Now, we're seeing some commonalities, but again, one of the other things too is really, and again, this is everything at the bottom is really just speaking to how this is being broken up. But the key question we're trying to answer is, people are coming in, what do they bring that can enrich what is currently in place? And really, that is how some of this may play out. But again, this is really just to make sure that as some of these priorities are being considered, everybody has a chance to add to that mosaic. Now, the last piece that I want to talk about, and again, this is just preliminary data based on a few key questions, right? But the last piece that I want to talk about, and Judith, just click on the overview and go back. This piece was a question that asked people what else they want to see that we may not have talked about. So if you click on that last one, what it does is it gives a cloud, right, of some of the things that people have been suggesting. Now, an interesting one is asset recovery and transnational justice, right? So there seems to be some energy around that, right? So people want to see more activity there. The other ones just speak to some of the other topics, but again, this is just to help us make sure that in addition to what is being considered, so again, we had a good foundation on the last call. We benefited from Professor Mbembe, Becky, Dr. Chris, everybody else, laying that foundation. This week, as part of our conversation, we've moved a step further. We've gotten more input from other people. So the goal is we continue to get participation from everyone in the diaspora. We encourage everybody to weigh in, and hopefully we'll be able to have information that really gives us a good sense of what everybody is thinking of and what the possibilities are. So that's all we wanted to share today. Thank you. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you so much, Mike. So because of time, please, if you have any questions about the statistics and you want to get more involved, we have sent out the links. Join take the survey to begin with, and commit your time. Put your data, put your information. Project C will work on reaching out to everybody and start the work. The real work starts with all this data we are collecting. So I'm going to hand over at this point to Array to talk more about some of Project C things and organizing. Array, are you on? Avant qu'Array ne réponde, je veux juste encourager encore tous ceux qui nous écoutent à prendre le lien. Mike, si tu nous écoutes, s'il te plaît, est-ce que c'est possible de poster le lien WhatsApp? Parce que certaines personnes continuent de demander à pouvoir rejoindre le groupe WhatsApp. S'il te plaît, si c'est possible. Et aussi le lien. Yes, Herman. It's actually on the Project C forum at this point, so anyone can pick it up from there. Project C forum is not here. C'est pas dans la plage des questions-réponses ici. It is, but I don't see that. But let me repost it. Okay. Thank you. OK. Oui, dans la dernière communication, c'est à propos du lien pour l'engagement personnel. Nous voudrons que tous les Camerounais vraiment puissent le partager, qu'au-delà de parler, qu'on soit concret, qu'on agisse. Merci. Harry est arrivé, donc je vais le laisser continuer. Hey, thank you, Herman. Thanks, Judith. I want to say thank you to all our guests, Rebecca, Chris, Achille. Thank you all for sharing so much knowledge and experience with our audience today, inspiring us
to believe in what is possible, in the opportunity that this moment creates, or this movement creates. And taking, I would take the words of Dr. Chris Fomunyoh, which says, let's transform this challenge that we face into an opportunity for 30 million Cameroonians. And I want to say that, behind the notion or the concept of Project C was really believing in something that never was, and then working together with people across diverse backgrounds and experience to try to make it happen. And, every day that goes by, we overcome the pain and hurt that we feel from the elections, and we try to find a new path in which we can galvanize all our resources. About 3 weeks ago, when we were on this call, one person had asked about, let's give a sense of what we have done with the funding that we have received as Project C. And I just want to take a few minutes. It's not going to be long, but to just give you a visual representation of how we've managed the finances of Project C. But and I hope that at the end of this, you would see, one, what is possible, but two, just the opportunity that's out there for everyone to get involved, and why it's incredibly important for us to unite our resources in this struggle. I will share here briefly, and I'm okay. I hope that everyone can see my screen here. Yes, I just want to quickly share the income statement for Project C, which ran from the beginning of August to January 17th, the resources that we have received. In total, we received from you all, from about 206 donors, a total of $75,163, or approximately $165,000 in various forms. We have cash app, wire transfer, Zelle payments. Then we had, talking about the donors, 206 donors to Project C. And I want us to just look at that number, and we're talking about building a database of 100,000 or 1 million. This is 206 of us, mostly in the diaspora, made these contributions. And you can see the breakdown. 70% of the 206 donors contributed $100 or less. We had 20% of the donors, of the 206 donors, contributed $100, between $100 and $500. 4%, $500 and $1,000. And then we had some outliers that made all the difference, that contributed over 3/4 of the money that we received. It's just 6% of the people, and we're deeply grateful to everyone. No contribution is so small. All our donors are just as important as every other donor, and we're truly grateful. But this number tells us what is possible, that few people can make significant difference, but many people coming together can make a huge difference. And with only 206 donors, there are hundreds and hundreds of people who have been showing up on these calls every Saturday in the diaspora that could join this movement and be able to help us move into that next phase, that is where the resources are so much needed. And you may be wondering, so what did we do with all of the money? And here's a breakdown. When we started with Project C, one of the first things was we really have to empower journalists in Cameroon to tell the right story of what is happening prior to the elections, during the elections, and after the elections.
So we invested in journalists, we invested in journalism, and you can see support to journalists, about $12,000 went into that. We also had some money come through us to go to the ground in Cameroon. And this money really went to support, this was the post-electoral struggle to support those who were incarceration, who work the collective, supporting the work that Stand Up for Cameroon is doing. The lawyers in Cameroon who were able to support people who were in need on the ground in Cameroon. Then communication was really powerful in this campaign. There's so much that was done at the grassroots level that one day we have to tell the story of how we did it. But it was that we invested about $20,000 into that. And then local action, how we've been supporting people on the ground, whether it's the truckers who were on strike, the people who after the elections when Tchiroma was under threat, the people around his house supporting them to make sure that the candidate, the person who won the election was not captured, so to speak. I also want to draw your attention to just how low our admin cost has been for everything. For most not-for-profit organizations, administrative cost is hovers around 10 to 15%. But here we're just about 1% of all the money that was given to us, and that really went into building things like the website and hosting the server fees and all of that. So we've really been good stewards of the money that you all have contributed, and we have a balance of just under $2,000 in all the money. So the money has really been put to good use, and we continue to ask for everyone to see this as an opportunity for us to unite our resources and embark on the fight for our lives, which is essentially liberating the country that we all, liberating Cameroon and building it into the country that we all aspire for and hope for and wish for. And now this is our time to act, our time to get together and build it. And we need the talent, we need the skill set, we need the time, but we also need your resources if we have to make this successful. So thank you very much to everyone who has donated. If you want to support Project C, you can go to projectcameroon.com, and you can join the movement there. You can also make a donation, and I think you could also join the WhatsApp group. And if we don't have the links, the WhatsApp group link is also on the website, and you can join one of the forums. And hopefully, as we begin to build on these committees that have come out of the conversations here today, you can participate actively in moving this organization forward. Again, thank you all for your time. I'm going to call on Eric Chinje to give our closing remarks for the day, and then we'll be back next Saturday. Yeah, hopefully Eric. Oh, thank you. Well, thank you very much, Ari, and thanks everybody. I don't want to take even a minute more than is necessary for the amazing work that Judith, Nwana, and Mike and the others have done. There's so many important things. I just hope, I don't know, we have to figure out how we summarize some of the things and put them out again on the web. If I think of the over nearly 40,000 people who saw what we did last week, this week, I hope that number gets up to about 60,000 and more, because Cameroonians need to hear the amazing work that's being done, the things that were said by Professor Achille Mbembe, Dr. Fomunyoh, Rebecca Enonchong, and then everybody else. I mean, it's just amazing, and I hope that we can hear that. I'm so happy that my sister met Alice Nkam, the spokesperson of the president,
Alex, was here and stayed right through. I would love to emphasize some of the important things that were said, but I don't see not the important things, the fascinating things that were said, if you missed them. One, we need a new capital. Somebody said that. And I want to propose that capital, Yoko. For those who have never heard about Yoko, Yoko is in the geographical center of Cameroon. Let's start talking about the need for a new capital, and we certainly do need one. Let's start talking about the Bill of Rights, what Chris said, charte de liberté. So there's just so many things. Let's prepare for the transition, so the post-Biya era. What should come after? There's a whole lot of things that have been recommended that we should do, and let's not make the mistake of countries like Zaire, as Chris reminded us. Let's not make the mistake. Let's take the examples of Nigeria, of Rwanda, of Ghana, countries that prepared for the day after. And we've seen the results. These countries are doing amazing things today. So still a lot to do, a lot to talk about, a lot of action to undertake, and I really hope we can. Thank you all for being here. Thanks to the team that put together this fantastic program, and we'll promise that we'll continue to push to drive this process, to get more Cameroonians involved, to have things happen. And Becky, I don't know, we have to have you come back and talk again, because when Cameroonians say you, I think they all want to go back home and do things. So thanks to everybody, and I'll hand back to Judith so that we can say goodbye to everybody. Thank you, Judith. Yes. So thank you, everybody. We had some real major, we had our work cut out today. So one, we will restate that please fill the form. That is where work begins, because we need to know your expertise. We need to know how much time you can give, and we need to make sure that you want to get engaged. We have talked, everybody keeps saying we have talked, we need to act, but for that action to happen, we need you to be engaged. We need you to put your data so we can come back to you and get those pillars working. 4 things were mentioned, 4 major pillars to work on as well: communications, economy, defense, diplomacy. Those are the things that have been broken down into the form that you will fill. Professor Mbembe gave us some immediate actions, right? Things that we can do. 1, the papal visit. We need to make sure that even if he is coming, he is hearing from 4 million diasporans. So we need to take that action quickly. 2, I think this will be in the hands of Becky and the powers that be, to make sure that we mobilize around Anise Ekane's funeral. That is one activity that needs to be done. Then for the diaspora who are in the financial institutions, me included, to be able to make sure that we make the case for Cameroon's current debt and how we stop all of that lending that goes nowhere. So this is a task. These are tasks that can be done tomorrow, and we should take on that very seriously. So with that, without further ado, I'm going to ask Herman if you have anything to add, and then we can close. You're on mute. Merci, Judith. Oui, c'est juste pour rappeler, vous avez vu quand Mike a présenté tout à l'heure, il y a encore une faible représentation francophone. C'est pas pour dire que ça, les francophones doivent répondre. Tout le monde, vous êtes encouragés vraiment à répondre au sondage. On vous en prie, partagez-le, que tout le monde dans la diaspora, au Cameroun, tous ceux qui appellent au changement se sentent concernés. C'est principalement ça. Et pour ceux qui ne peuvent pas nous joindre le groupe WhatsApp, faites-nous signe, on va vous envoyer, même si ce n'est pas courriel, on va vous envoyer le lien pour le rejoindre. Merci, Judith. Yes, thanks, Herman. And just to reiterate, we've now posted that link in the chat of this Zoom for you to be able to join the WhatsApp group. Please forward it to friends, anybody that you think needs to join. Please forward that link. A lot of work
and a lot of communication is done via that WhatsApp group. Once more, thank you, Professor Achille Mbembe. Thank you, Dr. Chris Fomunyoh. Thank you, Ms. Rebecca Enonchong, for giving us your time. We know how busy you are, but thank you for keep coming back. And I know all of you have promised that you will work with us in the background and the team and the people who are putting their commitment. So you will join those working groups. So please join. And thank you once again for everybody who took the time this Saturday to join us. Project C continues to run this every Saturday morning, Eastern time. So please keep joining, and we'll make sure that we get the work done. And thank you, and have a good weekend. And stay safe for those who are in the snowstorm